Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre commission est réunie ce matin pour examiner la proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, pour laquelle M. Vincent Jeanbrun a été désigné rapporteur. Je rappelle que ce texte est inscrit en deuxième position à l'ordre du jour de la journée réservée du groupe des Républicains le 6 février prochain. Il nous faut auparavant procéder à 2 désignations de rapporteurs sur la proposition de loi d'expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Inscrite à l'ordre du jour de la niche du groupe écologiste et social du 20 février prochain, j'ai été saisie de la candidature de M. Charles Fournier. Nous devons également nommer un rapporteur sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France, pour laquelle le groupe Rassemblement national a fait l'usage de son droit de tirage. Pour conduire ce travail sur cette proposition de résolution, j'ai reçu la candidature de M. Charles Rodwell. À moins d'opposition de votre part, chers collègues, je vous propose de confirmer ces désignations. Bon. Nous en venons maintenant à la proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. Vous savez que c'est le Code de la construction de l'habitation qui établit le droit s'agissant des critères d'attribution des logements financés grâce au concours public. Ce texte comprend un seul article, vous y reviendrez évidemment, monsieur le rapporteur, dont l'objet est très ciblé, établir les travailleurs comme l'une de ces catégories prioritaires pour l'attribution des logements sociaux. Je rappelle juste en 2 minutes quelques éléments sur le logement, puisque nous avons à traiter très régulièrement, évidemment, de la question du logement, puisque c'est le secteur concerné par la Commission des affaires économiques. La crise du logement concerne plus d'1 ménage sur 6 dans notre pays. La propriété, par ailleurs, est de plus en plus concentrée dans les mains de multipropriétaires, le prix des loyers est en hausse ininterrompue depuis 40 ans. Et donc le logement social connaît quant à lui une situation d'engorgement historique en raison d'une demande qui croît. 2,6 millions de ménages en attente d'un logement social en 2024, temps d'attente 6 à 7 ans. L'Union sociale pour l'habitat estime, compte tenu de la démographie du pays, de l'état du parc, des enjeux liés à la transition énergétique, qu'il faudrait produire près de 200 000 nouveaux logements d'ici à 2040 par an. Voilà, c'était simplement pour que vous ayez ces éléments à l'esprit lors de l'examen, mais j'imagine que vous y reviendrez, monsieur le rapporteur. Sur cette proposition de loi, nous sommes saisis de 14 amendements, et il me semble donc que nous devrions pouvoir, sans difficulté, terminer l'examen ce matin. Nous débutons donc par la discussion générale sur cette proposition de loi. Je cède la parole à notre rapporteur, monsieur Vincent Jeanbrun. Et comme d'habitude, nous entendrons ensuite les orateurs et oratrices de groupe, 3 minutes maximum. Alors, voilà, je le dis pour ceux qui ne sont pas de la commission, qui ne sont pas de la commission d'habitude. Donc, les règles, c'est 3 minutes chacun, grand maximum par orateur ou oratrice de groupe. Donc, 1 minute au moins, pour vous, mais 1 minute seulement si l'orateur a pris 3 minutes. Ensuite, on aura les orateurs individuels qui le souhaitent. Et là, c'est du 1 minute, 1 minute. Et ensuite, on arrivera à l'examen du texte. Merci. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, mes chers collègues. Effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui parce que la proposition de loi que je vous présente est volontairement sobre et efficace, et elle rappelle ce qui devrait être pour nous tous une évidence, et qui malheureusement ne l'est pas dans notre pays. Toute personne en activité professionnelle, qu'elle soit salariée, indépendante, exerçant une profession libérale ou agent public, devrait pouvoir se loger dignement. On ne compte plus les témoignages de travailleurs modestes qui n'arrivent plus à se loger faute de logements disponibles, dans le parc social notamment, ou d'ailleurs parce que dans le parc privé, les loyers sont évidemment beaucoup trop élevés. Plusieurs de vos amendements, chers collègues, l'ont souligné. Plus de la moitié des bénéficiaires du droit au logement opposable, le fameux DALO, sont en emploi. Cette réalité devrait nous révolter, elle est juste insupportable. Le travail doit permettre de s'intégrer et le logement constitue la première des conditions d'intégration. Dans ces conditions, le groupe de la droite républicaine vous propose d'inscrire les personnes en activité professionnelle sur la liste des publics prioritaires. Concrètement, les personnes en activité professionnelle pourront faire jouer cet avantage auprès des réservataires que sont le préfet, les élus locaux ou encore Action Logement.
Cela ne garantira pas l'obtention d'un logement social, c'est évident, mais cela permettra aux commissions d'attribution, les fameuses CALEOL, de valoriser certains profils qui peuvent avoir des difficultés pour obtenir un logement social. Je voudrais vous rassurer tout de suite, mes chers collègues, cette proposition de loi ne discrimine pas les personnes sans emploi qui continueront à être éligibles, comme précédemment, dans le logement social. Mais effectivement, nous souhaitons assumer de vouloir inciter les personnes sans emploi à reprendre une activité rapidement. D'ailleurs, le droit en vigueur va déjà dans cette direction, je vous le rappelle, puisque les personnes reprenant une activité après avoir été au chômage pendant une longue durée, c'est-à-dire plus d'1 an, appartiennent déjà à la liste des publics prioritaires. Par ailleurs, cette proposition de loi ne vise pas que les personnes qui ont une situation stable, bien au contraire. Les personnes en intérim sont concernées, les personnes en CDD, les indépendants, les auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas encore à joindre les deux bouts, sont toutes des personnes en activité professionnelle que nous souhaitons encourager. Elles doivent être pleinement considérées comme prioritaires au même titre qu'un agent public ou qu'un salarié en CDI. Par définition, les personnes en activité concernées seront des travailleurs modestes dont les salaires sont peu élevés compte tenu des plafonds de ressources existants pour être éligibles au logement social. Par ailleurs, cette proposition de loi ne supprime pas les autres critères de priorité, et là aussi je tiens à vous rassurer, le préfet continuera à avoir l'obligation stricte de loger un ménage reconnu DALO, obligation qui ne bénéficie pas aux autres publics prioritaires. Les personnes en situation de handicap qui vivent dans un logement insalubre, ou les personnes qui vivent dans un logement insalubre, les personnes qui subissent des vulnérabilités graves, à savoir notamment les personnes victimes de la prostitution ou victimes de violences conjugales. Tous ces publics resteront prioritaires et c'est évidemment une bonne chose. Cela étant dit, l'article unique de cette proposition de loi n'obéit pas qu'à cet impératif de justice sociale. Adopter l'article 1er permettra de poursuivre d'autres objectifs. Premièrement, le soutien à l'activité économique. On sait en effet que le manque de logement constitue l'une des premières difficultés pour les chefs d'entreprise qui veulent recruter, notamment dans certains territoires de notre beau pays. Près d'un recrutement sur 5 échouerait, mes chers collègues, en raison des difficultés des candidats à trouver un logement, selon une étude de la CPME publiée en décembre 2023. Faciliter l'accès au logement social des personnes en activité professionnelle est donc une priorité de la nation pour la croissance et l'activité de nos entreprises, notamment dans les territoires où les travailleurs modestes n'arrivent pas à se loger alors que la demande d'emploi par les entreprises est-elle importante. Ensuite, l'adoption d'une telle proposition de loi pourrait également inciter les maires à développer du logement social dans leur commune. Ayant le sentiment parfois d'être dépossédés de tout pouvoir concernant l'accueil de nouveaux habitants sur leur territoire, de plus en plus de maires adoptent une approche malthusienne. Moins de permis de construire accordés, refus d'accorder la garantie de la commune à la construction de nouveaux logements sociaux, refus de céder des terrains publics aux bailleurs, etc. À titre personnel, et après avoir été maire pendant 10 ans, je peux vous dire que moi je crois à la pertinence de la construction des logements sociaux, ayant moi-même été enfant dans des bars HLM dans ma belle commune de l'Haye-les-Roses. Je suis donc le premier à regretter cette approche malthusienne, mais on peut aussi comprendre certains collègues qui aimeraient avoir plus de maîtrise sur les politiques de peuplement, notamment de quartiers qui seraient soit en grande difficulté, soit en rénovation urbaine par exemple. Donc, je veux le dire ici, il serait trop facile de faire la leçon aux maires. C'est à nous, législateurs, parlementaires, de trouver des solutions qui les encouragent à soutenir la production de logements et de logements sociaux. Ici, le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables visait à précisément redonner du pouvoir aux maires dans l'attribution de ces fameux logements sociaux, mais son examen n'a pas pu aboutir à cause de la dissolution. Faire des personnes en activité professionnelle un public prioritaire pour l'attribution des logements sociaux pourrait encourager les maires à soutenir la construction de logements sur leur territoire, notamment pour renforcer la mixité sociale dans les zones où la part d'inactifs ou de personnes en précarité est déjà très importante. In fine, ce sont tous les demandeurs de logements sociaux qui bénéficieront d'une relance de la production de logements sociaux, les actifs comme les inactifs. Car oui, comme le disent les représentants de l'USH, il faut que le gâteau grossisse. Nous serons d'accord sur l'ensemble de ces bancs pour dire qu'il faut construire plus et plus vite. La crise du logement neuf et la forte augmentation des taux d'intérêt a conduit à l'embolie du parc locatif privé comme du parc social. Alors que certaines catégories de personnes accédaient auparavant à la propriété après avoir été quelques années dans le parc locatif, ce parcours résidentiel s'est totalement grippé. Le taux de rotation s'est effondré,
2,7 millions de ménages demandent aujourd'hui un logement social, un record jusqu'ici inégalé. Alors oui, cette proposition de loi ne résoudra pas cette crise, mais elle apporte une réponse concrète et symbolique à tous les travailleurs de notre pays qui ne s'en sortent plus. Oui, nous avons besoin de vous, et oui, nous ne pouvons pas accepter de vous laisser sans logement. Je ne serai pas plus long. Merci de votre attention. Merci. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Nous commençons par le groupe Rassemblement national, monsieur Frédéric Falcon. Merci, madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, le logement social dans notre pays devrait être le pilier de la solidarité nationale, un soutien aux Français en difficulté, un tremplin pour reconstruire une vie digne. Mais aujourd'hui, ce système est à bout de souffle, il est dévoyé de sa mission première et c'est notre devoir de le dénoncer avec clarté et courage. Tout d'abord, il est impossible d'ignorer une réalité flagrante, la surreprésentation d'une population immigrée dans le parc social, qui, selon le préfet Auboin, occupe un tiers des logements sociaux. Comment expliquer que tant de nos compatriotes qui travaillent, qui cotisent, se retrouvent relégués en bas des listes d'attente? Cette situation est le fruit d'une gestion laxiste, aveugle aux priorités nationales, et d'un refus idéologique d'affirmer que les Français doivent être prioritaires dans leur pays. Oui, nous devons oser dire qu'il est temps d'instaurer la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux, alors que 2 millions de nos compatriotes sont sur liste d'attente. Ce principe simple, juste et nécessaire est celui qui permettra de redonner aux Français le sentiment d'être enfin respectés dans leur propre pays. Ensuite, il est impératif de restaurer l'ordre dans ces quartiers devenus des zones de non-droit. Trop souvent, les logements sociaux sont livrés à la loi des trafiquants, des délinquants et des bandes organisées, et cela n'est plus tolérable. Nous devons appliquer une politique de tolérance zéro. Toute personne condamnée pour des faits graves, comme le trafic de drogue ou la violence, doit être immédiatement expulsée du parc social sans possibilité de relogement par la loi DALO. Les honnêtes citoyens, les familles, les personnes âgées ont droit à la sécurité et à la tranquillité. La République doit réinvestir ces territoires avec la fermeté qui s'impose. Enfin, nous devons offrir une véritable perspective d'avenir au logement social en renforçant l'accession sociale à la propriété. Trop longtemps, l'État a entretenu une forme de dépendance en confinant des millions de Français dans des logements sociaux sans leur donner les moyens de devenir propriétaires de leur propre toit. Être propriétaire, c'est être libre, c'est pouvoir transmettre un patrimoine à ses enfants, c'est retrouver une stabilité pour construire l'avenir. Nous devons encourager les dispositifs qui permettent aux familles modestes d'accéder à la propriété en baissant les taxes, en simplifiant les démarches et en mobilisant les terrains vacants de l'État pour construire des logements abordables dans le cadre de dispositifs de location-accession. J'ajoute que nous sommes attachés à la loi SRU et à ses objectifs de 25%. Seulement, nous souhaitons lever les pénalités sur les communes qui font des efforts et font face à un manque de foncier. Cette proposition de loi nous apparaît bien loin de ces objectifs et se focalise sur une modeste révision des conditions d'attribution. Monsieur le rapporteur, quelle est votre vision globale, celle de votre groupe, en matière de logement social? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, mon cher collègue. Écoutez, on aura l'occasion, à travers la discussion sur les amendements, de réagir notamment sur votre premier point, à savoir de vouloir réserver les logements sociaux pour les seules personnes de nationalité française. Peut-être une première réaction. Moi, je suis élu dans une circonscription. On a autour de nous énormément d'hôpitaux, notamment Gustave Roussy, le fleuron en matière de cancérologie. Nous n'arriverions pas à attirer du personnel dans ces hôpitaux sans pouvoir les loger à proximité. Et croyez-moi, quand vous êtes soigné d'un cancer, vous vous moquez bien de savoir si la personne est de nationalité française depuis 4 générations ou si elle arrive d'un autre pays pour vous soigner, vous ou vos proches. La question est donc de savoir si ces personnes travaillent, sont utiles à notre pays et non pas savoir quel est leur arbre généalogique. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais je vous mets en garde là-dessus. Quand on applaudissait tous aux fenêtres pendant la période Covid, pour les soignants et tous ceux qui continuent à travailler, les caissières, les livreurs, etc., je crois qu'on ne regardait pas la carte d'identité, on se contentait de les applaudir. Donc attention à ne pas fermer ce qui fait la beauté de notre République, à savoir qu'elle est universaliste et qu'elle regarde comment vous agissez et non pas d'où vous venez. Sur la sécurité dans les quartiers, on ne peut être que d'accord avec vous. Ce n'est effectivement pas l'objet de cette proposition de loi, mais ce sont des débats qu'on peut avoir effectivement ensemble. Bien souvent, la violence touche et meurtrit ceux qui sont les plus fragiles. Merci. Et on aura ce débat-là, et je m'arrête là, mais on aura l'occasion, à travers les amendements, d'aller plus loin. Merci. Pour le groupe EPR, Madame Marie Lebec.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons une proposition de loi qui soulève une question fondamentale qui est celle de la place du travail, de sa valorisation, de son incitation au retour au travail. À travers ce texte, nos collègues des Républicains souhaitent prioriser les travailleurs dans l'attribution des logements sociaux, mettant en lumière une réalité que nous pouvons ignorer. Aujourd'hui, travailler n'assure plus toujours un accès simple à un logement. Dans ma circonscription, qui est la 4e des Yvelines, ce problème est particulièrement perceptible. C'est un territoire qui est marqué à la fois par une forte tension sur le marché locatif et par une dynamique économique importante. Et nous faisons face à un paradoxe, c'est que d'un côté, on a des travailleurs qui connaissent des difficultés à se loger, qui sont coincés entre un marché locatif onéreux et un parc social qui est inaccessible, en raison à la fois des listes d'attente qui sont très importantes et de leurs revenus qui sont parfois considérés comme trop élevés, et des entreprises qui peinent à recruter faute de logements abordables pour leurs salariés et qui donc font souvent le choix de partir de ce territoire pour aller s'implanter ailleurs, là où ils pourront trouver plus facilement des travailleurs. La concentration des emplois dans les zones tendues, couplée à une insuffisance de logements accessibles, alimente donc un cercle vicieux. De nombreux ouvriers, contraints de vivre dans les départements voisins, qui subissent de longs trajets quotidiens. Ce fardeau affecte leur qualité de vie, leur santé, l'attractivité de nos territoires, compliquant la fidélisation des salariés par l'entreprise. Je tiens à saluer l'intention de ce texte, reconnaître le travail, valoriser celles et ceux qui contribuent à la vitalité économique de notre pays. C'est une ambition que les députés de mon groupe partagent pleinement. Nous le savons, avoir un emploi devrait permettre à chacun d'accéder à des conditions de vie confortables. Pourtant, dans les faits, de nombreux travailleurs précaires se trouvent en difficulté face à l'accès au logement. Le lien entre emploi et logement mérite donc d'être renforcé. Toutefois, si l'intention est louable, nous devons également nous interroger sur l'opérationnalité de cette proposition. Le système actuel d'attribution des logements sociaux repose déjà sur des critères de priorité multiples, que vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, la vulnérabilité sociale, la situation familiale, l'urgence, les ressources. Ajouter un nouveau critère, aussi pertinent soit-il, risque d'aggraver la complexité du système et d'allonger encore les délais d'attente pour tous. Si elle met en lumière des carences réelles, la PPL passe à côté d'un enjeu fondamental qui est celui d'une insuffisance du parc social, couplée parfois aux difficultés d'avoir un parc privé dynamique. Comment appliquer cette question de la création des logements sociaux? Comment soutenir la création d'un parc privé? Comment inciter les maires à construire davantage quand certains territoires sont extrêmement réticents sur la densification ou les questions de la construction? Ces questions sont essentielles. Une véritable réforme du logement social soutenue par une politique volontariste en matière de construction est indispensable pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Il est crucial également de repenser la mobilité dans le logement social, un aspect de la loi que la loi Elan a tenté d'aborder mais qui reste encore insuffisant, et nous devons encourager les mécanismes qui permettent à ceux qui ont les moyens d'accéder au parc privé ou à la propriété de libérer ainsi des logements sociaux pour les publics prioritaires. C'est un enjeu d'efficacité et de justice. En conclusion, chers collègues, nous partageons l'objectif de cette proposition de loi, faire en sorte que le travail assure une sécurité du logement, mais je crains que le texte ne réponde pas pleinement aux besoins des territoires. Nous avons besoin d'une réforme qui ne se limite pas à ajouter un critère de priorité, mais qui s'attaque aux racines du problème, l'insuffisance de logements accessibles, la répartition inégale des opportunités économiques et les obstacles à la mobilité résidentielle. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. On ne peut qu'être d'accord avec vous sur les enjeux globaux et la nécessité de repenser notre modèle en matière de construction, de logement de manière générale et de logements sociaux. Pour autant, effectivement, cette PPL se veut un signal envoyé à tous les actifs et tous les travailleurs de notre pays pour leur dire qu'effectivement, ils doivent être prioritaires. Vous soulignez le fait que ça pourrait rendre plus complexes les choses. Je ne partage pas forcément ce point de vue parce qu'effectivement, quand on a 14 critères ou 15, c'est pas ce qui change énormément la donne. Mais ce qui se justifie aujourd'hui, et pourquoi cette PPL, c'est parce que vous le savez, il y a eu une réforme qui aujourd'hui va mettre en place un système de cotation, qui en plus est une cotation, en Ile-de-France on le vit, agglomération par agglomération, et dans lesquelles les élus locaux et les services de l'État ont vocation à justement critériser. Et ils se basent dans leur critérisation sur les textes de loi et notamment les 14 critères existants. Et ma crainte, et ce qu'on veut absolument éviter, c'est que finalement, on soit presque pénalisé demain dans ces cotations en ayant un emploi. Et on en reparlera au cours des amendements. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe de la France Insoumise, madame Ercilia Soudé. Merci, madame la présidente. Chers collègues, il ne vous échappera pas que nous traversons une crise sociale inédite avec plus de 300 000 personnes qui sont sans abri et des millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. La crise du logement est symptomatique de l'urgence sociale dans laquelle se retrouve notre pays. En effet, selon les chiffres de l'Union sociale pour l'habitat, 2,7 millions de ménages étaient au premier semestre 2024 dans l'attente d'un logement social.
Mais la droite, fidèle à sa tradition politique, préfère stigmatiser les pauvres plutôt que de régler les problèmes sociaux. Cette proposition de loi visant, je cite, à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux en est la parfaite illustration. En stigmatisant les personnes en situation de chômage, cette proposition de loi tend par extension à stigmatiser les personnes qui y sont surexposées, à savoir les classes laborieuses, les personnes les moins diplômées, les personnes racisées, les jeunes ou encore les personnes qui occupent des emplois courts et précaires, c'est-à-dire majoritairement les femmes. Ce texte véhicule le mensonge, cher à la droite, selon lequel les personnes en situation de chômage seraient favorisées par rapport aux travailleurs dans l'accès à un certain nombre de services, tels que le logement social. Sans surprise, les chiffres sont loin de corroborer ce mythe, puisque selon l'Union sociale pour l'habitat, en 2021, seulement 18% des demandeurs de logements sociaux étaient au chômage. Cessez de croire que les chômeurs le sont par choix, par paresse, par profit. Le chômage est une souffrance qui détruit des gens, des familles, des projets de vie. Et on n'appuie pas sur la tête de quelqu'un qui se noie pour lui apprendre à nager. Le véritable problème que vous occultez, c'est la pénurie de logements sociaux. Cette pénurie s'explique notamment par le fait que 64% des communes soumises à la loi SRU, qui leur impose d'avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire, refusent d'atteindre cet objectif et sont aidées en ce sens par des politiques de plus en plus permissives. En outre, sous Macron, la construction de logements sociaux est tombée à son niveau le plus bas depuis des années. Les organismes HLM, dont les recettes ont été lourdement ponctionnées depuis 2017, peinent de plus en plus à répondre à la demande. Ce texte fait l'impasse sur les solutions qui permettraient de régler la pénurie de logements sociaux, en permettant de loger l'ensemble des personnes précaires, qu'elles soient avec ou sans emploi. Parmi ces solutions, il y a la mise en place d'un plan ambitieux de construction de logements réellement sociaux, la réquisition de logements vacants, l'augmentation à 30% du quota minimum de logements sociaux pour les communes soumises à une forte tension locative, ou encore la mise en place de sanctions plus sévères à l'encontre des maires récalcitrants. Enfin, contrairement à ce que ce texte laisse sous-entendre, il est possible de valoriser les travailleurs précaires sans pénaliser les personnes privées d'emploi. Victor Hugo disait d'ailleurs « Le vrai secours aux misérables, c'est l'abolition de la misère ». Alors, collègues, augmentez le SMIC, s'il vous plaît. Indexez ensuite les salaires sur l'inflation et luttez contre la vie chère en bloquant les prix de l'énergie et ceux des produits de première nécessité. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. Merci, Madame Soudé. S'il vous plaît, est-ce que pendant les prises de parole, nous pourrions avoir du calme? Parce que, en fait, plus il y a un bruit de fond et plus ça fait parler fort, voyez-vous. Donc, je vous propose, s'il vous plaît, et ça sera valable pour toutes les prises de parole, qu'il y ait le calme pour que chaque orateur et oratrice puisse intervenir tranquillement. Merci. Nous passons maintenant à la prochaine oratrice de groupe. Madame la Présidente. Non, pardon, oui, je suis désolée. Laissez passer ça. Non, non. Je passe. On laisse pas passer je suis ça. Désolée, je continue les tours de parole. Non, non, non. Il y a des propos à retirer dans cette salle. Je souhaite que ce qu'elle s'excuse. D'abord la parole au rapporteur. On ne peut pas se faire traiter de charognard. D'accord. Monsieur Fugit. Bah écoutez, on se fait traiter de charognard quand même. Je propose d'abord qu'en priorité, il y ait monsieur le rapporteur qui réponde, si vous le voulez bien, et ensuite nous ferons un point. Et après, nous ferons un point. Merci. Nous passons d'abord, et c'est normal, la parole à monsieur le rapporteur. Madame Soudé, ce qui est excessif est insignifiant. Et vous venez de résumer toute votre position à une insignifiance, parce que, très sincèrement, vous avez insulté des collègues légitimement élus. Honte à vous, sincèrement. Vous déshonorez cette institution en venant nous insulter, nous jeter des mensonges au visage. Vous nous avez traités, nous, de menteurs. C'est absolument scandaleux. Moi, mon père était chauffeur-livreur, ma mère femme au foyer. J'ai grandi dans les cités HLM, dont la ville, j'ai pu devenir maire quelques années plus tard. Le chômage, je connais bien. Ma mère a fait une dépression après avoir été longtemps au chômage. Donc ne venez pas nous donner des leçons. N'imaginez pas que parce qu'on a choisi d'autres options politiques que les vôtres, nous ne pourrions pas savoir, connaître ce que vivent les citoyens les plus précaires. Quand on est maire pendant 10 ans, on sait ce que c'est que des citoyens précaires. Quand on reçoit dans nos permanences, et c'est le cas de tous les collègues ici, des mères élevant seules leurs enfants, devant parfois dormir dans une voiture, on sait ce que c'est. Vous n'avez pas le monopole du cœur, et par contre, visiblement, vous avez le monopole des insultes, et je vous demanderai d'arrêter. Merci. Bien. S'il vous plaît, Madame Soudé, par ailleurs, et les collègues. Je le dis, nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Je vous remercie.
Madame Soudé, s'il vous plaît. Madame Soudé et les collègues, tout l'ensemble des collègues, s'il vous plaît, j'aimerais que nous ayons un examen, comme d'habitude, qui soit dans le respect de la parole de chacune et chacun. Donc, je le rappelle, nous avons 2 règles. Une, quand l'oratrice ou l'orateur prend la parole, il puisse le faire dans le calme. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas d'insultes directes envers les collègues. Merci. Nous passons maintenant pour le groupe socialiste à Madame Sandrine Runel. Merci, merci beaucoup. Merci à Madame la Présidente de m'accueillir dans cette commission. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous le savons, c'est près de 2,7 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social en France. Je le rappelle à la droite, car cette PPL donne l'impression que vous découvrez le logement social, mais ce n'est peut-être pas qu'une impression. Le premier métier d'un bailleur, c'est de loger. Et le sens du logement social, c'est d'offrir des conditions de vie dignes aux familles les moins aisées. Et clairement, aujourd'hui, les difficultés pour se loger décemment sont croissantes. Un salarié sur 5 gagne le SMIC et donc peut prétendre au logement social. Le parc social, nous le savons, est engorgé. Quand vous faites des commissions d'attribution avec plus de 14 critères de priorité, vous ne savez plus finalement où est la priorité. Et rajoutez à cela 2,8 millions de personnes qui vivent dans des conditions de surpeuplement ou d'insalubrité. Alors oui, aujourd'hui, tout simplement, il n'y a pas assez d'offres de logements pour les ménages les plus modestes, il y a un manque de logements sociaux, il y a un manque de logements très sociaux. Cette situation, nous la devons en partie à 8 ans de politique macroniste, par une trop faible construction de logements sociaux, par une baisse des APL. Monsieur le rapporteur, le droit au logement, c'est un droit fondamental, et plus encore, c'est un droit opposable dont l'État est garant. Et un des phénomènes les plus visibles de la crise du logement, c'est le sans-abrisme. Aucune ville n'y échappe. Des travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture, des familles qui vivent dans des centres d'hébergement en attente d'un logement social, des enfants qui dorment dans des écoles. Face à cela, le seul et unique recours proposé du logement abordable, c'est de construire du logement social. Permettre aux bailleurs de construire davantage et faire respecter la loi SRU sur tous nos territoires. Telles sont les mesures que nous soutenons. Alors, dans ce contexte, quel serait l'intérêt d'ajouter une énième catégorie à un parc social déjà saturé, quand on sait que les travailleurs en France représentent 28 millions de personnes? Et comme l'a indiqué la Défenseure des droits dans son récent avis sur votre PPL dont elle s'est saisie, le dispositif actuel permet déjà la prise en compte des travailleurs en situation de précarité, puisque c'est principalement sous conditions de ressources que l'on accède à du logement social. Et si certaines situations de vie peuvent expliquer qu'on obtienne une réponse plus urgente, c'est le cas notamment des personnes qui vivent dans des logements insalubres, les personnes en situation de handicap ou les femmes victimes de violences, qu'elles travaillent ou pas. Cette proposition de loi ne répond donc ainsi à aucun besoin réel. Elle poursuit un objectif purement communicationnel, présenter une opposition stérile entre actifs en emploi, actifs en recherche d'emploi et retraités. Mais c'est ce que vous faites le mieux. Opposer les publics les plus précaires, distinguer les bons des mauvais pauvres. Distinguer ceux qui travaillent et ceux qui sont allocataires d'une aide sociale, alors qu'aujourd'hui, on le sait, le travail ne permet même plus d'améliorer son niveau de vie. Monsieur le rapporteur, alors que les prix de l'immobilier augmentent plus vite que les revenus, que beaucoup de demandeurs de logements sociaux d'ailleurs alternent entre emploi et chômage, votre PPL n'apporte aucune solution aux difficultés structurelles qui entravent l'accès au logement pour toutes et tous. Et elle ne fait que complexifier la liste des demandeurs prioritaires. Le constat sur la crise du logement est alarmant. Et pour l'ensemble de ces raisons, nous nous y opposerons à votre proposition de loi. Je vous remercie, Madame Runel. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, encore une fois, je pense que vous conviendrez qu'il serait absurde d'avoir une politique de logement social qui viendrait exclure les travailleurs. Je pense qu'on en conviendrait. Nous ouvrons un monde nouveau dans l'attribution des logements avec des systèmes de cotation qui, par ailleurs, ne sont pas universels sur le territoire, mais on laisse une marge de manœuvre aux élus locaux et aux services de l'État pour inventer des systèmes de cotation qui seraient différents d'une agglomération à l'autre. Ces systèmes de cotation sont travaillés autour des critères, et notamment des critères de priorisation. Sinon, vous votez contre cette PPL aujourd'hui, le risque, c'est qu'en fait, demain, avoir un travail vous pénalise par rapport à des personnes qui seraient sans emploi dans certaines agglomérations.
c'est un risque que nous ne pouvons pas courir. S'il vous plaît. Donc je vous demande de manière très raisonnable, et d'ailleurs échanger avec les élus locaux de vos territoires, vous verrez qu'en fonction de la philosophie de la cotation qui est en train d'émerger, on peut avoir ce type de sujet. Merci, monsieur le rapporteur. Je précise que les collègues qui souhaitent réagir, il y a un temps à la fin des prises de parole des oratrices et des orateurs de groupe. Chacun peut s'inscrire pour 1 minute, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, monsieur Benoît, je vous inscris. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans un contexte où le logement est une préoccupation pour nombre de Français, au regard de son importance dans la vie de chacun, au regard également de son coût, tant à l'achat pour ceux qui le peuvent, mais aussi de son fonctionnement avec des prix de l'énergie qui ne cessent d'augmenter, il paraît essentiel de faire évoluer le modèle des logements sociaux. Car s'il y a bien une certitude, c'est que le logement social devient de moins en moins accessible pour 2 raisons. Les listes d'attente d'abord obligent les demandeurs à patienter plusieurs années. Près de 2,5 millions de ménages attendent à ce jour l'attribution d'un logement social. Et ensuite, la complexité administrative dissuade certains de faire une demande. Par ailleurs, dans le même temps, la précarité de nombreux travailleurs interroge. Plus d'1 million de travailleurs vivent avec moins de 1 000 € par mois. Et un jeune actif au SMIC peut parfois consacrer plus de 50% de ses revenus à son loyer selon la tension de l'habitat sur son territoire. C'est pourquoi cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, est une vraie avancée et nous la soutiendrons sans réserve. Car elle permet non seulement de soutenir avec ce nouveau critère ceux qui travaillent mais qui ont du mal à boucler leur fin de mois, elle permet aussi de remettre la valeur travail au cœur de l'attribution des logements sociaux. Toutefois, monsieur le rapporteur, ne pensez-vous pas qu'il faudrait prioriser parmi les 15 catégories prioritaires celles qui paraissent les plus sensibles afin que la priorisation que vous portez ne se perde pas au milieu de cette liste à la Prévert? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci mon cher collègue. Effectivement, on partage le constat sur l'ambition de créer des priorités dans les priorités. Je pense que là-dessus, c'est justement l'intérêt, c'est de faire confiance au terrain, aux élus locaux et dans un dialogue avec les services de l'État et les bailleurs, parce que ce qui va être une priorité dans ma circonscription, c'est effectivement permettre au bassin de vie et au bassin économique de Rungis, d'Orly, de pouvoir faire le match entre un salarié par exemple et la plateforme, à d'autres endroits où par exemple on peut avoir des bidonvilles, ça existe encore dans notre territoire, la priorité va être autre, dans certains quartiers d'autres départements où les trafics de drogue et d'êtres humains est extrêmement fort, on va pouvoir prioriser sur les personnes victimes de prostitution par exemple. Je crois que justement il faut donner des critères larges pour donner de l'autonomie au territoire. En tout cas, c'est ma conviction personnelle et j'espère que le débat qu'on aura, mes chers collègues, aujourd'hui et dans l'hémicycle, nous permettra d'affiner encore ces mesures. Merci. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, en France, le logement est un droit et le logement social un outil puissant au service de ce droit. Tous les habitants de ce pays doivent pouvoir se loger dignement, indépendamment de leur statut professionnel. Aujourd'hui, 11 millions de personnes vivent en HLM. Pour autant, les difficultés pour se loger s'accentuent. Chez moi, dans le Rhône, pour une attribution de logement social, il y a plus de 8 demandes. En France, plus de 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social. À ce chiffre s'ajoutent 800 000 demandes de mutation. La situation est grave, mais ne nous trompons pas sur les causes. Si nous observons une pénurie d'HLM, ce n'est pas la faute des chômeurs, c'est la faute à une production insuffisante de logements sociaux et à un marché immobilier qui, non maîtrisé, dysfonctionne, devient inaccessible pour trop de monde et se montre incapable de loger chacun convenablement. Là où il faudrait une volonté politique forte pour relancer le logement social et dompter le marché immobilier, vous préférez répondre en mettant en concurrence les précaires. Concrètement, votre proposition de loi méconnaît la réalité des demandes et des attributions de logement social. D'une part, les ménages en activité professionnelle sont déjà surreprésentés parmi les attributions. D'une part, ils sont déjà prioritaires sur les 920 000 logements sociaux concernés par Action Logement. De plus, comme le montre le Secours catholique, parmi les demandeurs, les ménages les plus pauvres ont moins de chances que les autres d'accéder à un logement social. Cela même étant, pour des raisons évidentes, ceux qui auront aussi le moins de possibilités d'accéder au logement par le marché privé. Votre proposition de loi viendrait donc consacrer une forme de double peine pour les plus pauvres, privés d'emploi, privés de logement. Je vous rejoins néanmoins sur un objectif. Il faut pouvoir vivre et travailler sur son territoire. Dans de nombreux bassins d'emploi, les loyers sont trop élevés et ne font qu'augmenter. Alors que plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, encadrons la hausse des loyers. Votre famille politique s'y oppose la plupart du temps.
Il manque des logements sociaux, construisons-en davantage. Qui le refuse? Les maires de votre parti. À titre d'exemple, dans le Rhône, l'an passé, la préfecture a dû retirer à 7 communes leurs compétences urbanisme. Pourquoi? Parce qu'elles ne construisaient pas assez de logements sociaux. Le point commun de ces communes, être administrées par un maire LR ou de centre droit. Votre proposition de loi cherche à faire diversion. Elle veut faire croire que la droite est dans le camp du travail. Pourtant, elle s'oppose à la hausse des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, la moitié des logements locatifs privés sont possédés par 3,5% des ménages. Chez moi, à Lyon, 57% des logements mis en location appartiennent à des personnes qui possèdent 5 logements ou plus. Autrement dit, dans ma ville, des millionnaires possèdent plus de la moitié du parc locatif privé et s'enrichissent chaque mois, non pas en travaillant, mais en recevant une multitude de loyers. Je ne dirais pas assister, c'est votre vocabulaire, mais vous m'avez compris. Ceci n'est pas une spécificité lyonnaise. Les chiffres sont encore plus élevés à Paris ou à Lille. Et on s'étonnera que les prix grimpent et on demandera à la solidarité nationale de compenser. Plutôt que de vouloir vous attaquer aux chômeurs, méditez sur cette hyperconcentration, à cet accaparement d'un bien commun qu'est le logement. Ainsi, considérons que le logement, au même titre que l'alimentation, l'éducation ou la santé, est un droit fondamental auquel chacun doit avoir accès, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité ou quel que soit son statut professionnel, et refusant de mettre en concurrence les précaires, le groupe écologiste et social votera contre cette proposition de loi et réaffirme la nécessité pour notre pays de se doter d'une véritable politique de logement. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci. Je pense que là aussi, il faut raison garder. D'abord, vous avez devant vous un maire moi, j'ai construit des logements sociaux, on a fait de la rénovation urbaine. Je ne suis pas anti-logement social. Je vous le disais tout à l'heure, j'y ai grandi, j'en connais les limites et les avantages. Après, vous avez des réalités sur le terrain qui font qu'on peut avoir des contraintes locales, et la loi SRU en cela n'est pas toujours très, très souple, et c'est dommage. Et par ailleurs, on peut aussi avoir une volonté, et ça on l'assume au sein de la droite républicaine, et je crois qu'elle a tout le bloc central également, une volonté de mixité sociale. Ce qui signifie qu'à certains endroits, on peut dire au préfet, écoutez, là on va rajouter du logement social au logement social, on va abîmer la mixité sociale, là où effectivement le logement social aura peut-être plus sa place dans d'autres quartiers pour garder un équilibre sur le territoire. Donc pas d'anathème s'il vous plaît, soyons pragmatiques. Merci. Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui vise à reconnaître des personnes en activité professionnelle comme une catégorie prioritaire dans l'attribution des logements sociaux. En 2024, la France compte 5,4 millions de logements locatifs sociaux et 2,6 millions de ménages en attente. Cette situation provient notamment d'une baisse historique de construction de logements. Dans ce contexte tendu, le délai moyen d'obtention d'un logement social est, selon l'INSEE, de 8 mois. Le système actuel définit déjà 14 critères de priorité, ça a été rappelé, incluant notamment les personnes en situation de handicap, les victimes de violences familiales, les victimes de traite humaine, les habitants de logements insalubres ou dangereux, ou encore les personnes menacées d'expulsion sans solution de relogement, etc. Bref, des situations sociales humaines difficiles, violentes, dans tous les cas d'urgence. Nous n'ignorons évidemment pas que les travailleurs en emploi aient besoin d'accéder au logement social, qu'en dépend parfois d'ailleurs leur capacité à se maintenir dans le dit emploi. Nous soutenons également la volonté du rapporteur d'introduire la mixité dans les ensembles locatifs sociaux, ainsi que de renforcer le pouvoir du maire dans les décisions. Pour autant, il me semble que mettre sur un pied d'égalité des situations d'urgence parfois vitales, avec le fait même d'être employé dans le niveau des priorités pour l'accès au logement social, pose une réelle question d'éthique. J'espère qu'on peut le dire sans faire offense aux conditions de vie difficiles des travailleurs précaires. De plus, en érigeant des millions de travailleurs au même rang de priorité que les 14 autres, dans un contexte de pénurie de logement social, nous allons en réalité causer des cas de conscience à nombre de maires qui se retrouveront souvent en situation de devoir choisir. Et par là, nous multiplions les situations dans lesquelles reposeront sur eux le choix d'un drame par rapport à un autre drame. En tant qu'ancien maire d'une petite ville rurale avec des logements sociaux, j'ai souvent souhaité et demandé qu'on nous délègue des responsabilités. Mais celle de choisir entre un travailleur juste recruté dans une entreprise du coin et un handicapé ou bien une mère célibataire à l'habitat indigne n'en faisait pas partie. Bien que l'intention d'aider des travailleurs soit louable, nous devons aussi nous interroger sur les conséquences potentielles de cette mesure. Pourrait-elle, par exemple, créer des disparités territoriales dans la manière dont les critères seront appliqués ? Et surtout, n'y a-t-il pas un danger à détourner le logement social de sa mission première,
à savoir d'aider les plus démunis, certes malheureusement trop souvent sans travail. Il me semble aussi que nous ne nous attaquerions pas ici au véritable défi des travailleurs précaires, le revenu bas, la mobilité rurale et périurbaine, le logement cher dans les agglomérations, et j'en passe. Chers collègues, ici, notre responsabilité collective est de trouver un équilibre entre les différents besoins de notre société. Ainsi, le groupe Les Démocrates est sceptique sur cette disposition qui, comme évoqué en amont, soulève beaucoup d'interrogations et pourrait avoir même ouvrir le risque de traitement discriminatoire. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, d'abord une précision qu'on refera peut-être pendant les amendements, mais il ne s'agit pas de réserver aux employés, mais bien aux travailleurs. Activité, temps partiel, c'est parce que vous utilisiez le mot employé, je voudrais le repréciser. Ensuite, évidemment qu'il ne s'agit pas justement de reprioriser à l'intérieur de ces catégories, mais de rappeler qu'être travailleur ne doit pas être synonyme d'exclusion de l'accès au logement social. Et quand vous évoquez le fait de comparer d'ores et déjà des situations d'extrême urgence, encore une fois, victimes de prostitution ou femmes battues, c'est évidemment pas le cas et on fait confiance aux élus locaux, aux bailleurs et aux caléoles pour être capable de regarder les degrés d'urgence. En revanche, vous avez d'ores et déjà aujourd'hui un critère dans la liste des 14 qui dit priorité à une personne qui était chômeur de longue durée. Donc finalement, la question de l'emploi, elle existe déjà. Il y a déjà finalement cette possibilité de dire on donne une priorité à tel ou tel. Donc on n'a pas le sentiment en faisant cette PPL de venir créer des comparaisons qui n'auraient pas lieu. Merci. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Sur les plus de 2,5 millions de ménages en attente d'un logement social en France, près de la moitié émanent de ménages actifs occupés, c'est-à-dire qui occupent un emploi. Parmi eux, 1,8 million attendent un premier logement social. Cette situation n'est évidemment pas satisfaisante et nous rappelle qu'aujourd'hui, avoir un emploi ne permet pas toujours de se loger dignement. Cela est particulièrement vrai dans les zones urbaines où le coût de la vie, notamment du logement, est élevé. Ces territoires qui concentrent la majorité des emplois deviennent inaccessibles pour de nombreux travailleurs. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose une mesure simple, reconnaître les travailleurs comme une catégorie prioritaire dans l'attribution des logements sociaux. Concrètement, cela ajouterait une 15e catégorie à la liste des publics prioritaires, en complément des ménages déjà reconnus comme prioritaires au titre du droit au logement opposable, le DALO. Lucide sur les limites de cette mesure au regard de la procédure d'attribution des logements sociaux, le groupe Horizon et Indépendants soutient cependant le signal envoyé par ce texte aux travailleurs, conscient que plus on facilite le logement, plus on facilite l'emploi. Nous tenons à ce titre à rappeler le rôle joué par le logement social dans la lutte contre la paupérisation des travailleurs, l'accès à la propriété et l'attractivité des métiers en tension. Sur ce dernier point notamment, nous souhaitons insister sur les difficultés de nombreux travailleurs dans des secteurs clés, comme la santé, l'éducation, mais également la sécurité, qui peinent à se loger à proximité de leur lieu de travail. Toutefois, et plus largement, le groupe Horizon et Indépendants s'interroge sur l'efficacité et la lisibilité de la procédure d'attribution des logements sociaux pour les publics prioritaires dans le contexte actuel de saturation du parc social et au regard de l'absence de priorisation des publics prioritaires. Par conséquent, nous serons attentifs en commission et en séance publique à ce que la présente proposition de loi n'entraîne pas la mise en concurrence des différents publics reconnus comme prioritaires pour l'attribution d'un logement social, notamment vis-à-vis des personnes bénéficiant d'une décision favorable au titre du DALO. En conclusion, le groupe Horizon et Indépendants souhaite réaffirmer sa vision. Le travail doit être un levier d'émancipation. Il doit permettre à chacun de vivre dignement et d'accéder librement au logement. Cela implique peut-être de reconnaître les travailleurs comme prioritaires pour l'attribution des logements sociaux, mais aussi et surtout de revaloriser le travail pour permettre aux travailleurs d'accéder au parc locatif privé. Nous voterons donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, merci pour ces mots et puis pour ce constat et cette vision qu'on ne peut que partager. Je vous rassure une nouvelle fois sur le fait que l'idée n'est pas de mettre en concurrence. Le préfet notamment a l'obligation de porter
le combat sur les DALO et faire en sorte qu'ils soient relogés. Donc l'idée, c'est de venir encore une fois envoyer un signal aux travailleurs, faire en sorte qu'ils ne soient pas exclus de l'accès aux logements sociaux, notamment par les nouvelles critérisations, et encore une fois de faire confiance aux Caleol pour prioriser en fonction des urgences, en fonction des besoins, mais encore une fois sans exclure les travailleurs. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, Christophe Naegelen, pour le groupe LIOT. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La concurrence est très rude aujourd'hui en France pour obtenir un logement social. Environ 2,7 millions de ménages sont demandeurs d'un nouveau toit. Et malheureusement, ce chiffre, il ne cesse d'augmenter. En 5 ans, la demande a bondi d'un quart. Faute de places suffisantes, les bailleurs sociaux ne parviennent pas à répondre à l'afflux de demandes déjà existantes. Si ce n'était la crise du logement, nous n'aurions pas le débat que nous nous apprêtons à avoir aujourd'hui. C'est avant tout parce qu'on construit trop peu, et notamment trop peu de logements sociaux, que la question de leur accès se pose. Et cette question se pose aussi pour ceux qui travaillent. Faute de logements suffisants, ils sont de plus en plus nombreux à être mal logés dans des surfaces trop petites ou des habitats de mauvaise qualité, à habiter à plusieurs kilomètres de leur lieu de travail et à voir leur journée s'allonger dans les transports. Les entreprises, ce qu'il est important aussi de discuter avec les acteurs économiques, signalent que les problèmes de logement des salariés compliquent le recrutement, ou en tout cas freinent aussi la mobilité interne. Nous le savons, la crise du logement menace le dynamisme économique. C'est un état de fait auquel nous ne pouvons nous résoudre. Pour permettre à tout à chacun de sortir de la précarité par le travail, il faut également garantir l'accès au logement de ceux qui contribuent à l'activité économique. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur, non seulement l'activité économique, mais aussi le domaine de la santé. Nous avons énormément de personnel travaillant dans les hôpitaux, ASH, AS notamment, qui sont des victimes du mal logement et qui ont des difficultés énormes à trouver des logements à proximité de l'endroit où ils exercent. Et pourtant, elles sont au quotidien auprès de ces personnes. Nous avons besoin d'accès aussi qui permettrait d'assurer une mixité sociale qui trop souvent fait défaut. Ajouter les travailleurs dans la liste des ménages prioritaires ne résoudra pas le problème central du déficit de logement. Cela permettra néanmoins aux travailleurs de tout secteur qui supportent des temps de trajet excessifs d'avoir une chance de disposer d'un logement social. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Pas grand-chose à ajouter. On partage évidemment ce constat et je pense que vous avez bien compris la philosophie de cette PPL. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, d'abord une remarque. Depuis que je suis parlementaire, je me suis toujours interdit dans les débats à l'Assemblée, en commission, dans l'hémicycle, de mentionner les situations personnelles. Ça m'a toujours un peu gêné et je vous promets que sur ce sujet, je pourrais être un compétiteur sérieux si on allait débattre sur ce terrain. Ensuite, vous dire que votre proposition de loi pose une vraie question, mais j'ai envie de dire, dommage qu'elle ne fasse pas une introspection de ce que votre famille politique a fait de mal pour le logement des salariés, j'entends. Je vais vous rappeler 3 choses. 2007, président Sarkozy, ministre Christine Boutin, une première loi qui ramène Action Logement, et donc l'accès des salariés au logement, d'une cotisation qui s'imposait aux entreprises de plus de 10 salariés, aux entreprises de plus de 20 salariés. 2018, Bruno Le Maire, loi Pacte, ramène l'éligibilité des salariés au logement d'Action Logement, aux réservations d'Action Logement, des entreprises de plus de 20 aux entreprises de plus de 50 salariés. Et donc, en faisant cela, nous avons fait perdre des droits à des salariés qui, grâce aux cotisations d'Action Logement, pouvaient prétendre à des logements réservés par cette structure. Deuxième chose, la loi SRU. Moi, je suis issu de la Seine-Saint-Denis. Tous les matins, à 5 heures du matin, dans les métros et les gares RER de la Seine-Saint-Denis, il y a une grande migration de salariés pauvres qui vont dans l'ouest parisien pour travailler.
Pourquoi vont-ils de la Seine-Saint-Denis à l'ouest parisien? Parce que de l'ouest parisien, beaucoup de mairies de votre famille politique refusent de construire du logement social. Et donc, s'il vous plaît, et certaines même en font un argument de campagne électorale. Alors, il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'essayer de mettre en concurrence les priorités. J'ajoute ensuite que dans le logement social, les critères de ressources sont un critère essentiel des attributions. Et donc, bien évidemment, la majorité des situations et des attributions de logement se font à des salariés, mais via, en plus de la situation sociale et des ressources, des critères sur le handicap, sur les violences intrafamiliales, enfin sur toute une série de considérations qui viennent s'ajouter. Il y a des vrais chantiers sur le logement des salariés. Revenons à une cotisation d'Action Logement des entreprises de plus de 10 salariés. Traitons la question du logement, vous en avez un peu parlé, de la question des salariés de la fonction publique qui, eux, n'ont pas de réservation. Et j'ajoute que, normalement, les contingents préfectoraux devraient remplir ce rôle, mais ne le remplissent plus. Donc, il faudrait peut-être y mettre des contraintes particulières. C'est une proposition que j'avais faite il y a quelque temps sur une proposition de loi. Merci. Mais surtout... bien sûr, tout ça est lié à l'échec du macronisme patent dans le domaine du logement. Alors, ne trafiquez pas le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec des collègues maires de votre formation politique dans le département du Val-de-Marne où je suis élu. Et effectivement, souvent, on arrive à trouver des consensus, notamment autour de la question des travailleurs. Et vous l'avez dit très justement, l'enjeu énorme sur la fonction publique, que ce soit la fonction territoriale ou, par exemple, on pense aux hôpitaux, à l'éducation nationale, etc., où théoriquement, le contingent du préfet devrait permettre de loger ces personnels. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est totalement grippé, voire ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, à titre personnel, et je pense qu'on est nombreux ici à partager le fait qu'il y aurait une réforme à penser, à imaginer. Ce n'est pas la prétention de cette PPL. Pour autant, je crois qu'elle mérite de générer ce type de débat. Elle a ce mérite-là. Et déjà, c'est en ça une petite avancée. Merci. Merci. Je rappelle quand même quelques règles d'examen dans notre commission. Il est d'usage de ne pas applaudir pendant les prises de parole et de ne pas interrompre non plus les orateurs et oratrices. Voilà. Pour le groupe EDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Comme ont pu le dire certains collègues, il n'y a pas de bons ou mauvais pauvres. Pour autant, il y a de bons ou mauvais signaux que la collectivité envoie à ses citoyens et la récompense du travail, même précaire, peut-être surtout précaire, en fait partie. Avoir un travail ne doit pas être un facteur pénalisant et le logement social ne peut pas devenir ou ne devrait pas devenir une trappe à inactivité. Ça peut être le cas. Et donc cette PPL, cette proposition de loi, vient lutter contre cette dérive et c'est heureux. Il s'agit en effet d'augmenter la probabilité de bénéficier d'un logement pour un travailleur précaire, améliorant ainsi l'attractivité du travail et donc le pouvoir d'achat des Français les plus modestes qui travaillent et contribuent donc quotidiennement à la solidarité nationale, à la santé, à l'entretien, à la sécurité de notre cité, de nos cités. C'est la moindre des choses que nous leur devons. En tout cas, c'est ma compréhension. Le problème fondamental, et cela a pu être souligné, et cela demeure, l'écart entre la capacité à loger et le besoin en logement, ici social. Cette proposition de loi ne permet pas de changer la dimension capacitaire du problème, ni à augmenter le niveau de vie général de la population. Elle ne comble pas la brèche, mais écope. Elle ne vise pas d'ailleurs à résoudre le problème global, et on l'a bien compris, et se traite donc un point bien précis. Elle vise ainsi à faciliter, si je le comprends bien, un réordonnancement des critères d'attribution. Et dans cette perspective, plusieurs évolutions pourraient être opportunes. Premièrement, hiérarchiser peut-être certaines catégories pour éviter une dissolution totale du dispositif dans les 15 qui en découleraient. Vous l'avez dit, une de plus ou une de moins, cela ne risque de ne pas changer grand-chose. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, en conséquence, il ne faut pas forcer une hiérarchisation au sein de ces catégories qui soit plus forte? Et la deuxième, c'est dans cette même veine, il ne me semble pas illogique que les demandeurs français soient prioritaires ou bénéficient d'une forme de bonification dans le calcul réalisé pour l'attribution du logement, ce qui ne veut pas dire forcément que cette attribution doit leur revenir exclusivement. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, effectivement, merci de me donner l'opportunité de repréciser. Quand je disais une de plus ou une de moins, je répondais à l'enjeu de complexité qu'avait évoqué notre collègue, c'est-à-dire le risque de complexifier le travail des Caléoles. Je ne pense pas que ça vienne complexifier de manière opérationnelle leur travail. En revanche, ça vient envoyer un signal qui est très fort et qui me paraît utile, parce que sinon, vous avez dit le mot, il y a une trappe finalement, un mécanisme qui tendrait à dire j'ai plus de chances d'obtenir un logement social si je suis sans emploi que si je suis en emploi. On veut l'éviter. Je pense que c'est du bon sens. Merci d'avoir souligné. Je vous remercie. Alors, j'ai déjà 2 demandes de prise de parole d'orateurs individuels. Monsieur François Piquemal. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Moi, votre développement me fait penser à cette sentence. Si on veut avoir les bonnes réponses, encore faut-il poser les bonnes questions. On est dans une crise du logement qui est liée à 2 choses particulièrement, et ça a été dit, le manque de construction et de rénovation du logement public et la spéculation sur le marché privé. Dès lors, pourquoi mettre en avant le fait que les travailleurs seraient prioritaires dans le logement public changerait quelque chose à la crise du logement? C'est ma première question. Et est-ce qu'un travailleur en CDI est prioritaire par rapport à un travailleur en CDD ou en intérim? Je me demande dans votre raisonnement quel est le problème. Parce que c'est un drame de devoir aller au travail sans avoir de logement. Mais comment trouver un travail quand on n'a pas de logement? J'aimerais que vous me répondiez aussi à cette question, monsieur le rapporteur. Vous avez dit qu'il y avait des systèmes de cotation que vous vouliez mettre en place, mais ils existent déjà dans le logement social, par le revenu. Vous avez notamment, et je finis là-dessus, 3/4 des demandeurs qui sont éligibles à du logement très social. Et pourtant, en France, on construit que 29% de logements très sociaux. Donc, tant qu'il n'y a pas de solution à cette disparité, on va rester enlisé. Je rappelle que pendant cette séquence, c'est 1 minute, 1 minute. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, mon cher collègue. On est tous d'accord, je crois, sur ces bancs, sur le fait que le meilleur moyen de résoudre la crise du logement, c'est qu'il y ait plus de logements. Donc je ne reviens pas là-dessus. Et cette PPL n'a pas vocation à résoudre cela. Je l'assume, c'est comme ça. Ce n'est pas son but. Son but, c'est d'envoyer un signal. Le système des cotations que vous évoquez, je ne dis pas que je veux le mettre en place, c'est les lois précédentes qui nous incitent tous à le mettre en place et créant là aussi des disparités. Et je le vois pour avoir été maire encore il y a peu de temps, où dans les discussions pour mettre en place les cotations, on se rend compte que le mot travail n'étant nulle part dans nos textes, eh bien, on ne peut pas en faire un critère de cotation comme on pourrait le souhaiter. D'où l'idée notamment de cette PPL. Et ensuite, merci de me donner l'occasion de le préciser, pas de distinction entre intérim, artisan, indépendant, CDD, CDI. On veut valoriser le travail, quelle que soit sa forme, on veut valoriser l'activité. Merci. Merci. Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, moi, je voulais dire mon interrogation par rapport à cette proposition de loi. Plutôt que de créer un critère nouveau, je préférerais qu'on conduise une politique publique de l'emploi et du logement selon les territoires. Et plutôt qu'un critère nouveau, je souhaiterais qu'on construise des solutions avec les employeurs, avec les entreprises, dont un certain nombre aujourd'hui, parce qu'il y a un défaut de logement en France, se lancent dans la construction de logements. Parce que là, on crée un critère nouveau, mais je trouve que c'est un petit peu catégoriser les populations, ça ne me plaît pas guère. Et je trouve qu'il faudrait laisser la main aux maires, parce qu'on est dans un pays où il faut plus de décentralisation, plus tenir compte des spécificités, et qu'il y ait une politique publique de l'emploi en France qui redéploie de l'emploi et conjointement du logement dans les zones rurales, les villes moyennes et certaines banlieues défavorisées. Pour moi, c'est ça la priorité, plutôt que de créer un critère nouveau dans l'attribution des logements. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, mon cher collègue. Vraiment, l'un n'empêche pas l'autre. Je partage votre ambition globale, mais le critère ne viendrait pas empêcher cela. Au contraire, c'est peut-être le premier signal de la nécessité de se mettre autour de la table avec les employeurs et avoir une véritable politique sociale autour de la question de l'emploi. Par ailleurs, moi, je ne peux qu'abonder dans votre sens sur la question de donner plus d'autonomie au territoire, au terrain, dans une logique de décentralisation. Ça me paraît évident, mais encore une fois, il faut que nos textes qui encadrent tout ça permettent de poser, y compris pour les élus locaux, la question du travail et de l'emploi s'ils le souhaitent. C'est l'objectif de la PPL. Merci. Merci. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi que je soutiens pleinement répond à une réalité sociale et économique urgente. Et vous l'avez précisé, de nombreux travailleurs modestes ne parviennent plus à se loger dignement, exclus du parc privé à cause de loyers trop élevés.
En intégrant les actifs professionnels parmi les publics prioritaires pour l'accès au logement social, cette PPL renforce l'équité sociale et la vitalité économique de nos territoires. Cependant, j'ai une question, peut-être qu'on sort un peu de cette PPL, mais qui est intéressante. Que pensez-vous de prioriser aussi la revente de ces logements sociaux à ces personnes? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci. Alors effectivement, on a voulu une PPL très courte et très ciblée, ce qui fait qu'on sort légèrement de ce cadre. Mais à titre personnel, je peux qu'abonder dans votre sens, mon cher collègue, parce que effectivement, on l'a dit, probablement qu'il faut qu'on renforce la notion de parcours résidentiel pour tous nos citoyens. Je pense que le logement social n'a pas vocation à être un logement social à vie, et qu'au contraire, l'idée, c'est d'être là au moment où les personnes en ont besoin au démarrage pour mieux s'intégrer et puis ensuite pouvoir progresser. Et le meilleur moyen de leur donner accès à la propriété, c'est probablement de leur proposer ce que j'ai eu l'occasion de faire comme maire, et c'est très apprécié. Merci beaucoup. Madame Sandrine Nosbé. Oui, merci Madame la Présidente. Cette PPL, Monsieur le rapporteur, met en difficulté, encore plus en difficulté, les ménages les plus pauvres, qui sont non seulement privés d'emploi, mais qu'on propose en plus de priver de logement. En résumé, vous avez du mal à trouver un emploi, vous aurez du mal à trouver un logement. Est-ce notre perception de la solidarité nationale? Votre PPL ne s'attaque pas à la racine du problème, c'est-à-dire la pénurie de logements sociaux, mais attaque les personnes en recherche de logement en situation de précarité. Après la petite musique selon laquelle les pauvres sont responsables d'être pauvres, les malades sont responsables d'être malades, vous ajoutez aujourd'hui, avec cette PPL, la culpabilité du non-logement. Car ce que vous proposez, c'est que celui qui n'a pas de logement sera seul responsable de sa situation. Donc on ne répond aucunement au problème de pénurie de logement social. Beaucoup de mes collègues députés l'ont dit. Cela n'est pas en mettant les locataires en concurrence entre eux qu'on s'attaque à la pénurie de logement, mais il faut construire des logements. Sous couvert de s'attaquer aux problèmes de logement, cette PPL envoie un signal fort, vous le dites, mais négatif. Chômeurs, gare à vous. Si vous ne trouvez pas d'emploi, vous n'aurez pas droit à un logement. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ma chère collègue, aujourd'hui, être au chômage n'est pas un critère de la liste. Donc on ne revient pas là-dessus. Il n'y a pas de priorité donnée aux chômeurs aujourd'hui. Nous, simplement, on veut faire en sorte que les travailleurs n'en soient pas exclus. Parce que vous m'interpellez, mais au fond, avec vous, ce serait, vous avez le courage de trouver un travail, pour autant, vous n'aurez pas de logement. Ça, c'est pas acceptable. Et évidemment, on le combat, d'où l'esprit de cette PPL. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres orateurs individuels, je vous propose maintenant de passer à l'examen de cette proposition de loi. Donc, je rappelle qu'il y a un unique article avec 14 amendements. Donc, nous passons à l'amendement sur l'article unique. Deux amendements identiques, donc je vous laisse les présenter. Amendement numéro 8 de M. Delogu, numéro 16 de M. Tavernier. Monsieur Delogu. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, ce texte met en concurrence les personnes précaires sur un critère stigmatisant, les personnes donc privées d'emploi, notamment les personnes déjà surexposées au chômage, comme les moins diplômés, les personnes immigrées, les descendants d'immigrés, les jeunes ou les personnes âgées. Par conséquent, par cet amendement, donc, nous proposons tout simplement de supprimer cet article qui est honteux de tous les points et qui, loin de s'attaquer aux problèmes que rencontre notre parc social, véhicule sans complexe le fantasme cher à la droite, celui que les personnes au chômage seraient privilégiées par rapport à ceux des travailleurs. Merci. Merci. Monsieur Tavernier, pour le même amendement. Oui, j'ai déjà tout dit dans la DG, donc défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, la DG nous a permis déjà d'évoquer ce sujet, mais encore une fois, notre objectif ici n'est absolument pas de stigmatiser qui que ce soit. Notre objectif, c'est de donner un coup de projecteur sur une situation qui est inacceptable et intolérable. Aujourd'hui, vous avez des familles qui se lèvent le matin, qui font l'effort d'aller travailler et qui n'arrivent pas à avoir accès au logement social. Et on le sait, dans certaines commissions, on considère que la personne qui travaille, parce qu'elle a un revenu, va être un peu moins prioritaire que d'autres. Il faut qu'on laisse la liberté sur le terrain à pouvoir donner la priorité aux travailleurs. Et encore une fois, travailleurs, c'est aussi bien le CDI que l'emploi public, que le temps partiel, que l'indépendant, que l'artisan qui lance son activité. Nous, on veut valoriser ceux qui se mettent au travail. C'est tout l'esprit. Pourquoi je suis défavorable à votre amendement. Alors, Monsieur Picmal. Moi, je suis d'accord avec vous. On a un point commun. C'est lamentable que des gens qui ont un travail, qui n'en ont pas, ne puissent pas accéder au logement.
Et je pense qu'on peut se retrouver aussi sur une chose, c'est qu'il faut en finir avec le laxisme et l'angélisme vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas la loi. Quand on a des maires qui vivent au crochet d'autres maires méritants et qui décident sciemment, et même sans vente, de ne pas faire de logement public, eh bien, ils brisent le pacte de solidarité nationale et elles et eux, il serait temps de les remettre dans l'ordre de la République. Quand on a 64% des communes qui ne respectent pas les objectifs de la SRU, oui, c'est un problème. Ils s'appellent, alors, et en plus, ils sont souvent de votre famille politique ou autre. Je rappelle, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le DALO, le droit au logement opposable. Vous avez raison. C'est un droit qui doit être respecté. 70 000 ménages aujourd'hui sont reconnus éligibles au DALO et pour autant n'ont pas de logement qui leur est proposé. Idem pour l'hébergement d'urgence, puisque l'article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que tout le monde doit avoir le droit à un hébergement. Merci. Et aujourd'hui, nous avons 350 000 personnes à la rue. Merci. Monsieur Falcon. Ah, Monsieur Delépinaud, pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, l'objectif qui consiste à loger des travailleurs précaires, je fais un peu d'archéologie des textes. Il me semble que le 1% logement, à une époque, assurait cette mission. On avait un parc de logements à loyer très modéré, destiné aux travailleurs précaires, parce que ce parc était géré, entre autres, par le fameux 1% prélevé sur la masse salariale des entreprises. Et visiblement, tout ce mécanisme a été fondu dans un mécanisme général qui fait que la spécificité a disparu. Alors moi, j'aime bien revenir aux choses qui ont fonctionné à une époque. Donc, je crois qu'il faudrait plutôt s'inspirer de la réglementation sur le 1% pour pouvoir répondre à l'aspiration que vous formulez. Et ensuite, observation suite à ce qui a été dit concernant les maires qui ne respecteraient pas la loi. En ruralité, nous, on a un vrai problème d'abord de foncier disponible quand on est touché par les plans de prévention risque incendie et inondation. Donc le foncier, on ne le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et deuxième chose, il ne faut pas oublier que pour une commune pauvre, eh bien, le logement social, ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Il n'y a pas de taxe foncière. Merci. Et on doit contribuer à l'hébergement des enfants, établir les réseaux, Merci. etc. Donc c'est une charge. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, je ne reviens pas sur l'esprit de la loi SRU qui mériterait un débat approfondi et je vais me concentrer sur la PPL. Vous évoquez le 1% patronal qui a apporté beaucoup et beaucoup dans ma commune en ont bénéficié et on voit la pertinence. Il y avait une limite cependant, c'était uniquement réservé aux salariés. C'est-à-dire que l'emploi public n'était pas concerné par exemple, puisqu'on ne cotise pas quand on a une collectivité publique. Un indépendant, un auto-entrepreneur qui lance son activité, ou même si elle est un peu ancienne. Bref, tout un tas de publics, un temps partiel qui serait, enfin un intérimaire par exemple, n'était pas concerné. Et donc, la proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les salariés, mais bien sur les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui font le choix de se lever le matin pour avoir une activité professionnelle. D'où l'esprit de cette PPL. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose... Oui, Madame... Madame la Présidente, c'était pour effectivement m'opposer à cet amendement qui remettrait totalement en cause l'esprit de la proposition de loi de notre collègue Jean Brun. Je rappelle qu'effectivement, aujourd'hui, on a des difficultés d'accès au logement social pour les travailleurs du secteur privé comme du secteur public, que nous avons des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Ce sont des situations inacceptables. Et moi, je tiens évidemment à soutenir cette PPL qui va dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a un vide juridique qu'il nous faut résorber. Et je suis étonnée d'entendre les propos de M. Picmal qui nous parle de laxisme, d'angélisme. Je rappelle que vous-même, vous avez soutenu les textes quand on a voulu réguler le sujet des squatteurs. C'est vous plutôt qui aviez une vision angélique du texte. Et aujourd'hui, on a encore d'importantes difficultés. Moi, je tiens à saluer les évolutions législatives sur le sujet. Et vous prenez vraiment les choses à l'envers, vous opposez les choses. Et nous, au contraire, on souhaite soutenir les travailleurs dans leur parcours en matière de logement. Et donc, évidemment, nous ne soutenons pas l'amendement tel qu'il a été proposé par M. Delogu et M. Tavernier. S'il n'y a pas d'autres interventions, Madame Châtelain. Merci, Madame la Présidente. Moi, je suis très mal à l'aise avec cette proposition de loi et avec les propos qui sont tenus, qui viendraient à opposer les ménages en situation de précarité ou de fragilité et les travailleurs.
Parce qu'en fait, nous sommes dans un pays où aujourd'hui un grand nombre de travailleurs sont en situation de fragilité et de précarité. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que les travailleurs qui aujourd'hui ont des horaires contraints, d'ailleurs majoritairement des femmes, ont des petits salaires, et que ces personnes-là sont déjà prioritaires au titre du revenu. Que si elles sont familles monoparentales, elles peuvent être prioritaires également. Que si elles sont dans des situations de violence, elles peuvent être prioritaires. Et donc, ce que je ne comprends pas dans votre texte, c'est que en fait, vous ne mettez aucune priorité. Vous dites toute personne qui travaille. Mais en fait, toute personne qui travaille n'est pas prioritaire dans un logement social, parce qu'il y a des niveaux de revenus extrêmement différents. Est-ce qu'un cadre A doit être prioritaire par rapport à une aide-soignante? Je ne le crois pas. C'est pour ça qu'on a mis des niveaux de revenus, et c'est pour ça qu'après, on regarde sur les critères de fragilité. Donc en fait, je trouve que vous vivez dans un monde où vous pensez que les travailleurs n'ont pas de problème. En fait, la problématique, c'est la précarité du travail. Merci. S'il n'y a pas d'autres orateurs individuels, je passe maintenant la parole à monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ma chère collègue, pardon, mais je ne vis pas dans un monde où les travailleurs n'auraient pas de problème. Justement, tout l'esprit de la PPL, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a en France des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à se loger dans des conditions dignes. Donc c'est bien l'esprit de cette PPL, n'essayez pas de prétendre le contraire. En revanche, là aussi, je pense que vous n'avez pas bien lu l'exposé des motifs. Le cadre A, par définition, il a des salaires qui vont au-delà des critères de logements sociaux. Nous ne proposons pas ici de relever les plafonds. Donc on est bien sur des travailleurs de tout type, au sens où on n'est pas uniquement sur le salariat, mais y compris sur du temps partiel ou de l'activité modérée. Et à partir de là, sous des critères qui sont connus avec les plafonds habituels. Donc, pardon, mais je pense qu'on sait bien quelles sont les difficultés des travailleurs dans mon groupe, et c'est pour ça qu'on propose cette PPL. Merci. Je vous remercie. Donc nous passons maintenant au vote sur cet amendement numéro 8 et amendement numéro 16, puisqu'ils sont identiques. Sur ces deux amendements numéro 8 et numéro 16 de M. Delogu et M. Tavernier, qui est pour ? Oui, parce que, effectivement, Madame Runel, vous n'êtes pas membre de la commission ce matin. C'est bon. Qui est contre? Okay. C'est rejeté. Nous passons maintenant en discussion commune aux deux amendements numéro 4 et 5 de Madame Runel. Je vous laisse présenter les deux amendements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le premier amendement consiste à refonder les critères de priorité. Nous l'avons tous dit dans nos interventions, il y a énormément de critères de priorisation et aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir, en tout cas dans les commissions d'attribution, savoir comment on gère la pénurie. Donc, l'idée est donc de pouvoir, bien évidemment, reformer ces critères d'attribution des logements sociaux et le faire en concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment l'État, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations de locataires, bien entendu. Le deuxième amendement vise à faire une évaluation de la liste des publics prioritaires, donc demander au gouvernement de réaliser cette évaluation pour l'attribution des logements locatifs. Et il nous apparaît nécessaire de simplifier et d'actualiser cette liste. Donc c'est ainsi que nous demandons au gouvernement de se pencher sur la pertinence de la liste actuelle, en concertation encore une fois avec les acteurs du logement social. Je vous remercie. Merci Madame Runel. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci ma chère collègue. D'abord, la volonté de rationaliser les critères, elle est louable, on le voit bien, il y aurait beaucoup à dire et à faire. Donc pourquoi pas un jour réouvrir cette discussion, en tout cas moi j'y serais prêt. Pour autant, si on examine directement votre amendement, il va presque plus loin que les amendements de suppression de tout à l'heure, puisque dans la façon de réorganiser, vous allez jusqu'à supprimer de fait la priorisation pour les publics qui sortent du chômage de longue durée. Et personnellement, je le regrette, puisque c'est déjà une base qui est bien utile, et on voudrait l'étendre à tous ceux qui sont en activité. Donc attention, parce que ce critère-là me paraît important. Et puis même dans la rédaction de l'article, c'est vrai que vous parlez de personnes vulnérables. C'est une critérisation qui, de fait, est très large. Est-ce que, typiquement, les personnes qui sortent de la prostitution appartiennent bien à ce public prioritaire? Ça pourrait aller de soi, mais à partir du moment où ce n'est pas rédigé comme tel, il faut faire attention. Et puis, de manière générale, vous rappelez, à juste titre, pour le coup, que de nombreuses personnes d'ALO, aujourd'hui reconnues d'ALO, ont des contrats de travail. Et justement, moi, c'est le cœur de cette PPL. C'est justement ce qui me révolte, c'est qu'aujourd'hui, en France,
travailler ne permet pas de se loger. Et donc, il faut absolument qu'on en refasse un critère de priorité parce que ça doit interpeller à tous les étages de notre pays, que ce soit ici à l'Assemblée nationale, au gouvernement ou encore dans les collectivités locales. C'est un défi que nous avons en face de nous et qui me paraît fondamental. Et puis une dernière fois, je répète, ce qui est l'esprit aussi de cette PPL, c'est donner un critère en plus pour permettre à l'échelon local, dans une logique de décentralisation, de travailler à la critérisation la plus fine possible. Et dans certains endroits, la question du travail doit être fondamentale. Peut-être que dans d'autres, ils n'en feront pas la priorité absolue, mais au moins le critère existe et il est à leur portée. Donc, avis défavorable sur cet amendement. Mais encore une fois, un amendement qui était louable dans sa philosophie. Madame Châtelain. Pardon. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier Monsieur le rapporteur pour sa réponse qui a été très claire et qui en fait démontre l'inutilité de votre proposition de loi. Je m'excuse, mais en fait aujourd'hui un travailleur parce que vous maintenez les plafonds, vous maintenez bien évidemment, et c'est nécessaire, les priorités, c'est-à-dire le DALO, les priorités pour les familles monoparentales, pour les femmes victimes de violences, pour les personnes en situation de handicap. Ces personnes-là, d'ailleurs, travaillent pour une partie d'entre elles et seront donc prioritaires. Et bien évidemment que tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans les critères de plafond n'auront pas accès au logement. Donc en fait, très sincèrement, cette proposition de loi ne servira à rien. C'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas dans les cases ne rentreront toujours pas dans les cases, et ceux qui sont en situation de fragilité complémentaire à leur logement, notamment dû parfois à des problématiques de précarité dans leur emploi, continueront à être prioritaires. Et enfin, je le rappelle, il existe déjà des réservations pour les travailleurs faits par Action Logement, et c'est cette filière-là, effectivement, qu'il faut renforcer, comme ça a été dit par mon collègue Boris Tavernier et Stéphane Peu. Merci Madame la Présidente. Monsieur Picmal. Oui, monsieur le rapporteur, je reviens à la question. Vous avez répondu à plusieurs questions. Comme l'a dit Cyrielle Châtelain, des fois en répondant, vous montrez l'inutilité de votre proposition de loi. Mais moi, j'ai une question que je vous repose. Comment on fait pour trouver un travail quand on n'a pas de logement? Et j'aimerais que vous me donniez le modus vivendi pour y parvenir. Ensuite, pour répondre à la collègue qui dit qu'il ne faut pas parler de fermeté vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas la loi, en l'occurrence la loi SRU, eh bien moi je dis que si. La loi, c'est pour tout le monde. C'est pas que quand ça nous arrange. Et donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne s'interrompt pas. Pour les régimes autoritaires, je vous les laisse, chers collègues du RN. S'il vous plaît. Il faut en finir avec le laxisme et l'angélisme vis-à-vis de celles et ceux qui brisent le pacte de solidarité nationale. Et avec cette PPL, moi j'ai une autre interrogation. Il y a celles et ceux qui sont au chômage, qui sont précaires, souvent des femmes, qui vont être en difficulté puisqu'elles ne vont plus être prioritaires dans certains cas par rapport à ce que vous proposez. Mais que fait-on des petits retraités, monsieur le rapporteur, qui demandent un logement social et qui, eux, ne retourneront plus en emploi? Merci. Donc, s'il vous plaît, un usage aussi est de ne pas s'interrompre pendant les prises de parole, mais vous pouvez tout à fait répondre. Et d'ailleurs, je passe la parole à monsieur Falcon. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Je voulais juste faire une observation. Nous, on est un petit peu gênés par cette proposition de loi, même si on va la soutenir, parce que finalement, aujourd'hui, on gère la pénurie. Voilà, on ne construit plus de logements sociaux, même si on est favorable à la loi SRU globalement ici, à part votre groupe, hein, monsieur le rapporteur, qui, comme l'ont dit certains de mes collègues, avec des maires DR qui font des pieds et des mains pour ne pas construire des logements sociaux. Je pense qu'il faut construire des logements sociaux. Et on ne peut plus en construire aujourd'hui pour tout un tas de raisons, parce que déjà, il y a une crise du logement, il n'y a plus les fonds nécessaires, et puis il y a également des problèmes de normes avec le ZAN. Mon collègue Lépinaud l'a rappelé, notamment dans la ruralité, il n'y a plus de foncier disponible. Mais aujourd'hui, on en est réduit à gérer le manque, à gérer la pénurie, en hiérarchisant les publics. Ça nous semble quand même être une réflexion qu'il faut soulever. Merci. Merci, monsieur Falcon. Monsieur, s'il n'y a pas d'autres interventions... pardon, monsieur Nury, vous souhaitez intervenir? Non? Ah non, pardon. Monsieur Falcon. Monsieur le rapporteur, je vais y arriver. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Si je remonte le fil, bien sûr, vous avez raison, on gère la pénurie aujourd'hui. Donc effectivement, en revanche, il ne s'agit pas d'opposer les critères. Il s'agit simplement qu'il n'y ait pas des oubliés. Il s'agit simplement que ceux qui travaillent, qui font le choix d'aller travailler aujourd'hui dans notre pays, ne soient pas les grands oubliés de la politique du logement social et de la politique du logement en général. Sur la loi SRU, moi je ne suis pas contre la loi SRU. Moi je construis du logement social dans la commune où j'étais maire pendant 10 ans. Simplement,
il y a une sorte d'aveuglement parfois dans les critères de la loi SRU qui ne tient pas compte des spécificités du territoire. Quand vous avez des villes qui sont effectivement inondables ou en risque incendie, c'est dommage que la loi traite ces communes exactement comme les autres. Et donc il y a évidemment à repenser cette loi SRU. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le logement social quand on demande à repenser la loi SRU qui objectivement est à mes yeux mal critérisée. Sur la question des retraités, aujourd'hui, on a d'abord, vous savez, le droit au maintien, ce qui est une richesse et qu'il faut défendre. Et de manière générale, aujourd'hui, on loge avec difficulté pour des raisons de pénurie, mais on loge aussi des personnes qui ont des petites retraites. C'est possible. Il ne s'agit pas de les opposer au reste. Encore une fois, moi, je veille à ce que les travailleurs ne soient pas les grands oubliés. Et puis, Madame Châtelain, je crois que vous êtes arrivée un petit peu après le début des débats. Je me permets donc de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le sujet n'est pas uniquement les salariés, et c'est pour ça que la politique d'action logement et du 1% patronal doit être étendue aux travailleurs, qu'ils soient salariés ou non. C'est en tout cas ce qu'on défend aujourd'hui. Et la question des cotations fait qu'on risque demain d'avoir dans des territoires des personnes qui seront presque exclues parce que travailler ne sera plus du tout prioritaire. Donc moi, je souhaite qu'un élu local, avec les bailleurs et avec les services de l'État, puisse, dans la critérisation, dans la cotation, dans certains endroits, pouvoir aller chercher le critère du travail. On a parlé de métiers en tension tout à l'heure, ça peut être quelque chose qu'on laisse à la discrétion des territoires. Moi, je fais confiance aux élus locaux, c'est aussi l'esprit de cette PPL. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous propose maintenant de passer au vote sur les deux amendements numéro 4 et 5 de Madame Runel. Sur l'amendement numéro 4 de Madame Runel, avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour ? Donc je rappelle, qui est contre ? C'est adopté. Alors, je rappelle, par contre, et on y a fait attention, mais sachez-le que Mesdames Meunier et Runel, Messieurs Picmal et Boccaletti, présents ici, n'ont pas de droit de vote puisqu'ils ne sont pas formellement membres de cette commission. Donc le plus simple pour qu'on puisse compter, voilà, c'est que vous ne leviez pas la main, s'il vous plaît. Oui, mais on les a pas comptés. Oui, moi, du coup, je précise bien qu'on a fait attention de ne pas les compter. Voilà. Simplement, si vous pouviez nous faciliter la tâche et ne pas lever la main, ça nous arrangerait bien. Voilà. Parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Voilà. C'est bon ? Donc, nous passons maintenant à l'amendement numéro 1. Le 5 tombe, évidemment. Du coup, on arrive à l'amendement numéro 1 de M. Falcon. Qui tombe, pardon. Il tombe ? Il tombe puisque l'article a été rédigé. Donc, il est ainsi rédigé et donc ainsi adopté. Oui. Donc, nous passons aux amendements de l'après-article unique avec l'amendement numéro 17 de M. Boccaletti. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Si nous sommes favorables à cette proposition, nous considérons que ce texte reste incomplet. Cet amendement a pour objectif de compléter la proposition de loi par la modification du Code de la construction et de l'habitation en y introduisant la préférence nationale comme critère prioritaire d'attribution de logements sociaux. Le nombre de ménages demandeurs de logements sociaux explose. Cela a été rappelé par plusieurs de mes collègues. 2,7 millions de familles. La crise du logement est une réalité qui touche de plus en plus durement nos citoyens. Face à la crise massive du logement, la nationalité française doit être également un critère prioritaire dans l'attribution de logements sociaux. Le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même » n'a jamais été autant d'actualité. Sans une intervention immédiate de l'État pour subvenir aux besoins de nos compatriotes, en les favorisant dans l'accès au logement social, nombre de Français se retrouveront sans logement. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. D'abord, il y a un sujet de constitutionnalité de cet amendement.
Par ailleurs, ça poserait un problème par rapport même aux ressortissants communautaires, hein, puisqu'on ne pourrait pas imaginer exclure les Européens. Et puis, de manière plus générale et plus philosophique, tout l'esprit de cette PPL, c'est de venir donner un signal encourageant à ceux qui travaillent. Sans regarder leur nationalité, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils sont au service de ce pays en choisissant de se lever le matin et d'aller travailler. Je citais l'exemple du Covid tout à l'heure ou des professionnels de santé. Croyez-moi, quand vous avez un proche à soigner, vous êtes content que l'infirmière soit logée pas loin de l'hôpital ou le médecin ou autre, et peu importe sa nationalité. Donc je suis défavorable à votre article. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Monsieur Picmal. Et Monsieur Falcon ensuite. Oui, Madame la Présidente, évidemment défavorable à cet amendement, mais ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est de voir que sur la question du logement, moi je ne comprends rien à ce que veut le Rassemblement national. Et j'aimerais que vous me donniez des réponses. Vous dites, vous voulez reloger les Françaises et les Français. Nous, on veut reloger tous les habitants, de manière générale, parce qu'on estime que le droit au logement, c'est un droit humain inaliénable. Mais même vous ne voulez pas en fait reloger tous les Français. Vous voulez surtout que les ultra-riches puissent spéculer sur le logement. Parce que quand on vous propose d'augmenter la construction de logements publics, vous votez contre. Quand on vous propose d'encadrer les loyers, vous votez contre. Quand il faut régulariser Airbnb, vous votez contre. Vous êtes des grands tartuffes de la question du logement pour toutes et tous. Et donc vous êtes dans des contradictions et en voie de scioticisation, y compris du point de vue du logement. Vous êtes devenu le parti ultralibéral qui défend le système de ce point de vue-là. Et c'est bien ce que vous êtes au final. Merci. Monsieur Falcon. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. On ne peut pas nier l'impact du flux migratoire sur la crise du logement. On est le seul pays au monde qui refuse de voir ça clairement. Au Canada, pays qui est dirigé par Trudeau, qui est un ami de M. Macron, ils viennent de réduire de 1/3 les visas permanents, justement pour cette question-là, parce que le flux migratoire a un impact sur la demande de logement. Donc nous, on est très pragmatique. On considère que les 500 000 nouveaux entrants par an en France ont un impact sur la demande de logement. Et en plus, ce sont des entrants qui sont souvent éligibles à des critères d'attribution bien supérieurs à ceux des Français, d'une part par leur structure familiale, parce que ce sont plus souvent des familles nombreuses, et d'une part... Il d'autres interventions. Sinon, je passe la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Mais je pense avoir déjà répondu. La question, encore une fois, c'est de regarder est-ce que les gens sont au service du pays dans lequel ils sont ou pas. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant les travailleurs, parce qu'on pense que c'est une richesse pour notre pays, d'où qu'ils viennent. Merci. Nous passons donc au vote. Sur cet amendement numéro 17 de Monsieur Boccaletti, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 2 de Monsieur Falcon. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. C'est un amendement qui est dans la continuité du précédent de mon collègue Boccaletti. Bon, je ne vais pas revenir sur les arguments qu'on a développés sur la priorité nationale. Toujours est-il qu'aujourd'hui, cette priorité nationale, elle est quand même plébiscitée par 70% des Français, c'est pas rien. Et on y viendra, quoi qu'il arrive, même s'il faut une réforme constitutionnelle, on en a conscience. C'est une mesure qui est demandée fortement par les Français, qui voient très bien ce qui se passe, qui voient très bien que que les Français doivent être prioritaires dans l'accès au logement parce que, je l'ai dit, ils ont cotisé avant les autres. Tout simplement, c'est une question de cotisation et de recharge de droits. Et je ne comprends pas votre position, monsieur le rapporteur, quand vous faites des allusions assez vaseuses sur les origines des Français. Enfin, j'ai trouvé votre comparaison absolument douteuse. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je ne pense pas avoir tenu de propos douteux, bien au contraire. Hein. Donc, au contraire, ce que je dis simplement, c'est que moi, je ne regarde pas d'où viennent les gens quand ils se mettent au service de la France. C'est simplement ça. Qu'ils aient la nationalité ou pas n'est pas le sujet. Je pense que quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux pour soigner des Français, dans nos écoles pour accompagner nos enfants, s'ils ont choisi la France, l'aiment, respectent ses règles et ses lois, peu importe qu'ils aient la nationalité ou pas. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Delépinot. Oui, pour rebondir sur l'observation de monsieur le rapporteur, qu'est-ce qui se passe quand ce travailleur étranger n'a plus de travail?
Est-ce qu'il reste dans le parc sur le critère du travail ou on va le déménager pour le mettre ailleurs? Il y a d'autres interventions? On clôt donc. Monsieur le rapporteur. Je ne pense pas qu'il faille apporter de réponse à cette question en forme de provocation. C'est la question qui se pose à tous les critères aujourd'hui, et ce n'est pas l'objet de la PPL. Qu'on puisse regarder, d'ailleurs je crois que c'est l'amendement suivant, comment faire en sorte que les bailleurs contrôlent mieux les abus qui pourraient exister dans le logement social. On va en parler dans un instant, mais en l'occurrence, je maintiens mon avis défavorable, évidemment. Merci. Nous passons donc au vote sur cet amendement numéro 2 de Monsieur Falcon. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 11 de Monsieur Weber. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement vise à garantir que les logements sociaux soient utilisés conformément à leur vocation première, en instaurant des contrôles réguliers pour prévenir les abus tels que la sous-location illégale ou l'occupation injustifiée par des ménages ne remplissant plus les critères d'éligibilité. Aujourd'hui, des millions de familles modestes et de travailleurs attendent un logement social, parfois pendant des années, pendant que certains en profitent de manière indue. Sous-location illégale, fausse déclaration, occupation par des ménages non éligibles. Ces dérives sont non seulement des injustices criantes, mais elles alimentent un sentiment d'abandon chez ceux qui se battent pour vivre dignement de leur travail. Cet amendement introduit une obligation claire pour les collectivités locales en collaboration avec les bailleurs sociaux de renforcer le suivi et la transparence dans la gestion des logements. En assurant un contrôle rigoureux, nous protégeons l'objectif de justice sociale et offrons une réponse concrète aux travailleurs modestes, souvent pénalisés par le manque de rotation dans le parc social. C'est une mesure de bon sens pour restaurer la confiance des Français dans l'attribution des logements sociaux, renforcer leur gestion efficace et garantir une utilisation conforme à leur vocation sociale. Merci. Monsieur le rapporteur. Ouais, c'est bon. Merci Madame la Présidente. D'abord, je suis étonné parce que dans vos propos, vous dites que vous voulez défendre les travailleurs précaires, et tout à l'heure, vous avez laissé passer l'amendement de la gauche qui finalement est venu vider de sa substance la PPL. Donc, un peu déçu finalement que ce soit maintenant que vous réagissiez là-dessus. En l'occurrence, dans le texte tel que vous le proposez, vous proposez que le contrôle soit effectué par les communes. Moi, j'émettrais un avis défavorable parce que je pense que ce n'est pas à la commune qui a déjà fort à faire d'aller enquêter sur ce qui se passe chez les bailleurs sociaux. En revanche, qu'il y ait des abus dans le parc social, c'est une évidence. Et mon expérience personnelle en tant que maire me l'a démontré malheureusement plusieurs fois. Qu'il s'agisse effectivement de sous-location, qu'il s'agisse de logements sociaux transformés en pied-à-terre, où finalement on vient 2-3 fois par an quand on passe à Paris parce qu'en fait on vit ailleurs, ou que ce soit des marchands de sommeil. Dans le cadre d'une opération de démolition, on avait eu une mousse, vous savez, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui avait mené les enquêtes sociales dans les logements, et on avait découvert des choses qui étaient proprement scandaleuses, et quasiment de l'ordre de 10% du parc. Donc bien sûr qu'il faut renforcer les contrôles. C'est vrai sur les abus que je viens de décrire. D'ailleurs, il devrait y avoir contrôle et sanctions. Et là, probablement que la loi mériterait d'être enrichie, puisqu'en fait, quand bien même on a découvert qu'il y avait des choses totalement répréhensibles, des abus manifestes, il n'y a pas eu de sanction derrière. La seule sanction, ça a été effectivement la fin du contrat. Et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus. Et puis, vous avez des familles qui ne méritent pas la sanction, mais simplement application de la loi, à savoir des plafonds de revenus qui sont montés. D'ailleurs, le projet de loi Kasbarian avait prévu d'être beaucoup plus fort et de pouvoir même mettre à l'amende les bailleurs qui n'auraient pas un contrôle plus opérationnel là-dessus. Donc le débat, il mérite d'exister. En revanche, sur le fait de donner cette compétence, ou plus exactement cette charge aux communes, je pense que ce n'est pas forcément la bonne piste, et donc avis défavorable. Monsieur Delépinot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, on propose là une solution qui, je pense, est utile et demandée par beaucoup de maires. Pourquoi ? Moi, j'étais administrateur d'un OPH et j'ai bien vu que, en réalité, la gestion du parc en fonction des besoins, eh bien, c'est, je dirais, la poussière qu'on met sous le tapis pour éviter de créer du trouble dans certains programmes fonciers.
Pourquoi les maires sont intéressés, entre autres, dans les petites communes? D'abord, je vous rappelle que vous êtes membre des commissions d'attribution de logement. Donc, vous avez une vision sur le flux. Ensuite, vos CCAS sont au courant des demandes, et entre autres des demandes des habitants de la commune, puisque nous savons que dans certaines régions, les préfets ont la main sur les cales, et en réalité, on fait des transferts de population d'une commune à une autre. L'intérêt de cet amendement est d'avoir une vision très précise des besoins exprimés et de faire pression quelque part sur l'opérateur social pour qu'il libère des appartements en sachant que ceux qui les occupent ne répondent plus aux critères. Donc, quelque part, la collectivité va devenir un aiguillon nécessaire pour contraindre en fait l'opérateur social qui ne fait pas son boulot de contrôle en interne. Donc, je pense qu'il est dommage que vous n'ayez pas émis un avis favorable à cet amendement parce qu'il va permettre de faire évoluer les choses dans une réelle optique de justice sociale. Et je pense que les maires auront moins de récriminations si cet amendement est suivi. Monsieur Piquemal. Oui, à Monsieur Lépinot, vous venez de parler de justice sociale tout en ayant dit tout à l'heure que le logement public était une charge pour la société. Donc c'est assez paradoxal quand même, vous en conviendrez. Et juste pour rappeler quelques faits, il y a interdiction de sous-louer, s'il vous plaît, si je peux m'exprimer sans être interrompu. Oui. Il y a interdiction de sous-louer tout logement dans le parc public et si vous le faites, le bailleur peut saisir le juge pour qu'il résilie le bail ou votre contrat de location, évidemment. Donc le vrai sujet, c'est les résidences secondaires dans le parc privé et les logements vacants qui n'ont jamais été aussi nombreux et qui appartiennent pour beaucoup à une poignée de multipropriétaires qui semblent très défendus aujourd'hui comme hier d'ailleurs et comme demain par le Rassemblement national. Donc je pense qu'on passe à côté du vrai sujet. Il faut construire massivement du logement public. Et moi, je vous pose la question, Monsieur Lépinot, Monsieur Falcon et les autres, êtes-vous pour construire davantage de logements publics, oui ou non? Je n'arrive pas à comprendre. Je vous remercie. Alors, en fait, je prends un par groupe, pas plus, sur les interventions en réaction des amendements. Donc, s'il y a d'autres orateurs, d'autres groupes qui souhaitent intervenir, je vous inscris. Sinon, je passe la parole à Monsieur le rapporteur. Et oui, mais le groupe RN est déjà intervenu par le biais de Monsieur Delépinot. Donc, par ailleurs, je rappelle qu'en commission, nous n'interrompons pas les orateurs et oratrices pendant qu'ils s'expriment. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci. Peut-être une toute petite précision. Il existe une forme de sous-location légale quand il s'agit d'une personne handicapée ou d'un étudiant pour une personne âgée. Il existe. Voilà. Donc là, on est sur de la sous-location légale. Celle qu'on dénonce effectivement, c'est la sous-location. En réalité, on n'habite plus le logement et on empoche un loyer au black de manière totalement illégale. Sur l'amendement tel qu'il est rédigé, je me dois de maintenir l'avis défavorable parce qu'il est écrit « la commune veille ». Ce qui, en droit, signifie, et on me le confirme, une obligation. Donc la ville aurait l'obligation, par tous les moyens, de veiller. En revanche, si il était rédigé différemment, à savoir que la commune a la possibilité de ou peut consulter telle ou telle chose, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Je pense que vous avez raison, chers collègues. Un certain nombre de maires seraient heureux d'avoir plus de poids. Parce qu'en réalité, ce rôle d'aiguillon que vous évoquiez tout à l'heure, on essaye de l'avoir. On essaye déjà de l'avoir. Mais encore faut-il avoir accès aux informations. Dans un certain nombre de cas, la ville n'ayant pas accès à l'information, elle n'a pas la capacité à aller mener en fait l'enquête. Donc, donner la charge obligatoire aux communes, je maintiens l'avis défavorable. Après, le débat en séance publique peut vous permettre de déposer différemment les choses. Et à ce moment-là, on regardera ensemble ce qu'il est possible de faire. Mais je partage l'idée que les élus locaux et les maires auraient envie de plus de pouvoir pour dénoncer des irrégularités. Ça, je partage. Bien, donc, demande de travail pour la séance. Du coup, Monsieur Weber, par rapport à cette proposition. Oui, donc c'est une histoire de sémantique. Je propose que je vais retirer cet amendement, on va le retravailler pour le reproposer en séance. Et là, je pense qu'il aura votre soutien. Donc, voilà. Bien, merci. Il est retiré. Donc nous passons maintenant à l'amendement numéro 12 de Monsieur Weber. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les logements sociaux ont une vocation claire. Offrir un toit à ceux qui en ont le plus besoin, dans un cadre digne et sécurisé.
Pourtant, trop de quartiers sont aujourd'hui déstabilisés par des trafics de stupéfiants qui gangrènent la vie des familles et compromettent leur sécurité. Certaines municipalités ont déjà pris les devants en adoptant des chartes locales permettant de refuser l'attribution de logements sociaux aux personnes condamnées pour trafic de drogue. Cet amendement vise à généraliser cette démarche de bon sens à l'échelle nationale en inscrivant dans la loi une exclusion temporaire de 10 ans pour les individus ayant été condamnés définitivement pour ces infractions graves. Il s'agit ici d'une réponse ferme et une attente forte des habitants des quartiers populaires. Il est urgent de protéger les familles, les travailleurs modestes, les retraités qui aspirent à vivre dans un cadre de vie paisible, loin des violences et des nuisances liées au narcotrafic. Enfin, cet amendement est un engagement envers les honnêtes citoyens qui, eux, respectent les lois et qui méritent mieux que de subir chaque jour les conséquences de ces comportements criminels. Il est de notre responsabilité d'agir avec détermination face à ces dérives qui minent nos territoires. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, chers collègues. La question que vous posez, elle est très importante. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je serais pour que les maires, notamment, aient un droit de veto en Caleol, parce qu'on a vu effectivement des familles expulsées pour troubles de jouissance qui étaient ensuite reproposées et qui obtenaient un logement social. Je pense que c'est absolument intolérable pour tous les honnêtes citoyens qui sont autour et qui se disent « mais comment c'est possible ?» De ce point de vue-là, le débat mériterait d'être posé. Ce n'est pas l'objet de la PPL en soi. Et puis, ça pose un certain nombre de questions techniques. Comment, demain, la Caleol a accès à ces informations? Parce que l'exemple que je vous cite, on est sur un trouble de jouissance manifeste qui fait qu'on est au courant de la situation judiciaire de la personne et donc, a posteriori, on peut demander à agir. En revanche, quand on comprend votre amendement, il s'agirait, dès la candidature initiale, c'est-à-dire que la personne n'est pas dans le parc social, de connaître son casier judiciaire. C'est aujourd'hui, techniquement, à ma connaissance, pas possible. Et je ne perçois pas que les Caleol aient capacité à avoir accès au casier judiciaire de tout le monde. Ça peut être une question qu'on peut débattre et poser, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pas évident à mettre en œuvre ce critère. Maintenant, voilà, je pense que c'est des débats qui méritent d'être posés parce que, et d'ailleurs, bien au-delà du narcotrafic, toute personne qui a commis un crime, on a eu aussi... moi, c'est mon expérience de maire qui parle. Je pense que beaucoup d'élus ici ont connu ça. Mais quand vous avez un mari ou en tout cas un conjoint qui est reconnu coupable de violence conjugale, ensuite, il a la liberté de venir candidater à l'obtention d'un logement social. Aujourd'hui, la Caleol n'est pas forcément au courant. Est-ce qu'on veut prioriser des personnes qui ont été reconnues coupables de ce type de choses? La représentation nationale mériterait de s'interroger sur ces questions-là. Pour autant, parce que je ne vois pas bien comment on peut le mettre en pratique, j'émets à ce stade un avis défavorable. Bien, donc nous arrivons au vote sur cet amendement numéro 12 de Monsieur Weber. Avis défavorable, donc si je comprends bien, de Monsieur le rapporteur. Sur cet amendement, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 6 de Madame Brunel. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à inciter les maires à mobiliser leur contingent de réservation pour accueillir des agents dont les métiers sont essentiels, des métiers clés qui sont en première ligne dans les collectivités locales et qui ont du mal à recruter. Cet amendement vaut pour la fonction publique d'État puisque la préoccupation aussi pour les enseignants est la même, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. La faible attractivité des métiers essentiels et évidemment pourrait être compensée justement par la proposition d'attribuer et de réserver pour les collectivités locales des logements sociaux. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Je vois l'intention louable. Pas forcément le mécanisme, je dois bien l'avouer, d'autant que les maires, en général, ont plaisir effectivement à prendre sur leur quota pour loger de la fonction territoriale. Dans votre esprit, il y aurait finalement une prime pour le maire à loger de la fonction publique, quelle qu'elle soit, territoriale ou nationale, et récupérer une place sur le quota préfectoral, si je comprends bien. S'il vous plaît, on fait pas. Pardon, si vous voulez, vous reprenez la parole après, mais on laisse finir Monsieur le rapporteur. Pardon, c'est la première fois que je suis rapporteur, donc je n'ai pas encore totalement tous les réflexes, mais en l'état, l'intention est louable. J'avoue que la complexité du mécanisme paraît pas évidente, donc ce serait plutôt un avis de sagesse en l'état. Bien. Est-ce qu'il y a des interventions?
Dans ce cas, on passe au vote sur l'amendement numéro 9 de Madame Soudé. Avis défavorable de monsieur... Sagesse. non, pardon. D'abord, c'est numéro 6 de Madame Runel. J'ai sauté un amendement. Avis de sagesse de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Non. Il est rejeté. Il ne sait pas. Amendement numéro 9 de Madame Soudé. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport afin de se pencher sur le problème des discriminations et particulièrement des discriminations raciales dans le processus d'attribution des logements sociaux. Entre 2005 et 2018, le Défenseur des droits a reçu 4198 réclamations liées au logement dénonçant des discriminations, majoritairement dans l'accès au logement. Et sur les réclamations reçues entre 2005 et 2014, 43% relevaient du parc social. De plus, une étude publiée en mars 2023, commandée par la Fondation Abbé Pierre, montre qu'entre deux dossiers de deux candidates différentes, l'un suggérant une origine française et l'autre une origine d'Afrique de l'Ouest, 22,6% des guichets formulent des réponses différenciées à des demandes équivalentes. Et la candidate présumée d'origine française est mieux accompagnée. Monsieur le rapporteur a parlé de la nécessité d'être pragmatique. N'est-ce pas justement être pragmatique que de voir les choses telles qu'elles sont et d'admettre l'existence de ces pratiques discriminatoires plutôt que de tenter de les renforcer? Merci. Monsieur le rapporteur. Vos propos seront entendus par tous les élus locaux en Caléole, par les bailleurs, par les services de l'État qui, croyez-moi, ont l'esprit de l'intérêt général et de la solidarité avec nos citoyens chevillés au corps et qui savent ce que vous pensez d'eux désormais. Franchement, c'est honteux. Vous n'imaginez pas ce que c'est ce travail, visiblement, parce que vous insultez la moralité de personnes qui sont au service de nos concitoyens. Franchement, une fois de plus, honte à vous. Monsieur Picmal, et je rappelle, et je l'ai dit tout à l'heure à la fois pour la collègue Soudé, et je le rappelle pour monsieur le rapporteur, je propose que des invectives directes n'aient pas lieu dans cette commission. Monsieur Picmal. Oui, monsieur le rapporteur, je suis assez désolé par votre réponse parce que il n'est pas question ici de remettre en cause toutes les personnes qui sont dans des conseils d'administration de bailleurs sociaux. Il est question de faire face à une réalité. Les discriminations dans l'accès au logement existent. Selon votre origine, votre lieu de vie, présupposé ou réel. Et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. L'office HLM de Toulouse Métropole Habitat, qui s'appelait à l'époque Habitat Toulouse, a eu des pratiques de discrimination raciale qui ont été avérées il y a plusieurs années. Donc, il ne faut pas nier qu'il y a ces réalités qui peuvent exister et au contraire trouver des solutions pour y remédier. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Merci. Monsieur, je crois qu'il y a une prise de parole de monsieur Delépinaud, c'est ça? Oui, juste une observation. Moi, en Vaucluse, c'est plutôt, si je suis le raisonnement de la collègue, la discrimination inverse. Voilà. Ah oui, dans le Vaucluse, oui, on peut parler du Var, on peut parler des Bouches-du-Rhône aussi. Voilà. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Je maintiens l'avis défavorable. Donc, amendement numéro 9 de madame Soudé, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 13 de monsieur Weber. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les zones frontalières, notamment en Meurthe-et-Moselle, subissent des tensions immobilières importantes, accentuées par les écarts salariaux avec le Luxembourg. Cette situation crée une pression sur le parc de logements sociaux, rendant l'accès au logement difficile pour les travailleurs locaux, pourtant essentiels à la vie économique de ces territoires. Ces difficultés que je constate régulièrement dans ma circonscription viennent parfois des visages bien concrets. Je pense à cette dame âgée qui, après des années dans son logement, se retrouve confrontée à l'impossibilité de trouver un logement social accessible et à proximité de sa famille. Parce que la pression immobilière exacerbée par les écarts salariaux bloque l'accès des habitants à ces logements. Mais ce ne sont pas seulement nos aînés qui sont concernés. De nombreux fonctionnaires, enseignants, infirmiers, travailleurs locaux doivent s'exiler à plusieurs dizaines de kilomètres pour se loger dans les zones plus abordables. Ils perdent un temps précieux au trajet quotidien, au détriment de leur qualité de vie et de leur pouvoir d'achat. L'amendement que je propose demande au gouvernement de remettre un rapport pour analyser ces tensions immobilières, notamment dans le parc social. Ce rapport devra non seulement identifier les causes de ces déséquilibres, mais aussi proposer des solutions concrètes pour garantir notamment l'accès au logement des travailleurs locaux qui sont le poumon économique de ces territoires. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci. Je pense qu'effectivement, les
tensions sur le marché de l'immobilier, que ce soit d'ailleurs dans le privé ou dans le social, sont bien connues sur les zones frontalières. C'est vrai dans votre territoire, monsieur le député, à la frontière du Luxembourg, c'est aussi le cas dans le Genevois français. Et finalement, tous ceux qui ont cette problématique de la frontière avec des pays où les salaires sont nettement supérieurs connaissent cette situation. Je ne suis pas certain qu'au regard du fait que tout le monde connaisse bien la situation, le rapport soit la clé pour changer les choses. Pour autant, la question se pose et donc avis de sagesse. Merci, monsieur le rapporteur. Sur cet amendement numéro 13 de monsieur Weber, avis de sagesse de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 14 de monsieur Weber. Madame la Présidente, Monsieur le rapport, chers collègues, ces amendements ont pour objectif de rétablir la transparence et l'équité dans l'attribution de la gestion des logements sociaux. Ces logements essentiels pour des ménages modestes sont trop souvent détournés de leur vocation première par des pratiques frauduleuses. Sous-location illégale, falsification de documents, occupation par des ménages non éligibles ou encore corruption. Ces abus privent des familles en réelle difficulté de l'accès à un toit. Des témoignages poignants révèlent que des familles éligibles, des parents isolés ou des travailleurs modestes se retrouvent sur des listes d'attente interminables, victimes des failles d'un système parfois mal contrôlé. Ces dérives sont inacceptables dans un dispositif censé incarner la solidarité et l'aide aux plus précaires. L'amendement vise ainsi à remettre un rapport détaillé qui permettra d'évaluer l'ampleur des fraudes, d'analyser les faiblesses du dispositif. Il est impératif de veiller à ce que les logements sociaux soient bien utilisés et qu'ils ne deviennent pas une ressource détournée par des individus ou des pratiques contraires à leur vocation. Ce détournement nuit directement à ceux pour qui ces logements sont conçus, les ménages modestes, les travailleurs, les familles en difficulté. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Merci, oui, on l'évoquait tout à l'heure sur le précédent amendement. Des abus, il y en a. Des fraudes manifestes, il y en a. Là, encore une fois, est-ce que ce rapport est absolument nécessaire dans la mesure où les bailleurs sociaux ont les statistiques, un certain nombre d'organismes ont des statistiques. D'ailleurs, les préfets eux-mêmes ont un certain nombre de statistiques. Pour autant, la question se pose, donc avis de sagesse, évidemment. Je vous remercie. Donc, sur cet amendement numéro 14 de monsieur Weber, avis de sagesse de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 7 de madame Soudé sur le titre. Dernier amendement. Demande de retrait. Donc il est retiré. Donc nous passons tout de suite au vote sur cette proposition de loi visant... Alors, monsieur le rapporteur souhaite prendre la parole tout d'abord et ensuite nous passerons au vote sur cette proposition de loi. Monsieur le rapporteur. Oui, en conclusion de nos échanges et du vote qui est passé tout à l'heure, moi je vous demanderai à mes collègues de rejeter, à regret évidemment, la PPL telle elle a été ainsi transformée, parce qu'en réalité, on perd tout l'objet de valoriser les travailleurs, tout l'intérêt de le faire, et surtout ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que en ayant adopté cet amendement avec une réécriture globale de l'article, le fait est que même les chômeurs de longue durée qui font l'effort de retrouver un travail sont désormais exclus de la liste prioritaire. Je pense que c'est effectivement regrettable et donc j'invite tous les collègues raisonnables à rejeter la PPL ainsi rédigée. Je vous remercie. Je rappelle qu'il n'y a pas d'explication de vote en commission, donc nous passons tout de suite au vote sur cette proposition de loi. Sur cette proposition de loi, qui est pour ? Qui est contre? Elle passe. Elle est adoptée. Bien, juste deux mots pour vous dire qu'à 15 h, donc nous avons une table ronde avec tous les numéros 1 des organisations patronales. Nous avons dans le même moment, malheureusement ça tombe au même moment, l'examen d'une proposition de loi sur le logement, donc voilà, en séance d'une part, et la table ronde d'autre part. En tout cas, voilà, nous sommes ravis de pouvoir accueillir tous les numéros 1 des organisations patronales. Merci.